Ça marche? 1, 2, 1, 2, ça marche. Bon, c'est pour la prise de son. Alors attendez déjà. Wow. On va se faire. Merde, ça commence bien. J'embarque le téléphone. Non mais ça va. On est bien. Bonsoir. Merci, merci Artemus de l'invitation. Allez-y, faites du bruit. Ouais. Ah ouais. Alors conférence, c'est un mot un peu pompeux, hein, mais bon, bah, c'est bien aussi. C'est vrai que je parle parfois de choses sérieuses. Pour ceux qui me connaissent, c'est sûr que la revue de presse, c'est parfois déconnant, et parce que l'énergie du rire, je pense, elle est importante, compte tenu des horreurs qu'on vit ces derniers mois, ces dernières années. Et donc avoir la force d'en rire prouve qu'on est encore en vie, tout comme avoir la colère, la force de l'indignation, la force de faire ça. C'est pour ça que je salue Artemus, parce que c'est beau ce qu'ils ont réussi à faire en 4 mois, et de faire des conférences physiques. C'est important parce que c'est vrai que moi je fais mon truc devant ma caméra, et je rencontre des gens dans la rue, des choses comme ça, mais pouvoir parler, échanger et se poser des questions, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait ce matin d'ailleurs, hein, sur les solidarités locales. C'est extrêmement important en fait de créer ces moments d'échange, de rencontre et de solidarité et de réflexion, parce que c'est ce qui manque profondément quand on est connecté aux médias mainstream et qu'on se rend compte que finalement il n'y a qu'un discours et qu'on a l'impression d'être marginal, minoritaire ou fou quand on écoute ce discours, quand on est face à ce discours. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est le faux et le moment du vrai, hein, c'est ça, c'est le moment qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge terrible sur le fait majoritaire, sur la démocratie, sur toutes ces questions. Et ce soir, on m'a demandé de parler de la place de l'Union européenne face aux BRICS. Alors, je ne suis pas un expert en géopolitique, mais comme je suis toutologue, comme on dit, je peux parler de tout. Je peux parler donc de l'Europe face aux BRICS, même si, encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je ne donne que mes avis personnels qui peuvent parfois être éclairés ou pas. Ça dépend de si j'ai la lumière. Et donc, l'Europe, vous savez, enfin l'Union européenne, la construction européenne, on va commencer par ça, c'est quelque chose qui est du domaine de l'intouchable aujourd'hui, quand on est en France, ou même ici en Belgique ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la construction européenne, surtout pas, et c'est quelque chose de formidable, c'est le progrès, et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre alternative, ça fait partie de ces choses où il n'y a pas d'autre alternative, et donc, on ne peut pas critiquer. On peut, hein, il y a des eurosceptiques, on va dire, on peut à quelques moments dire qu'il y a quand même un problème de corruption, qu'il y a un problème de manque de transparence, qu'il y a un problème de suicide collectif aussi, hein. Aujourd'hui, moi, l'Europe, je la vois comme la secte du Temple solaire, hein, c'est un suicide collectif, géré par des gens qui sont des idéologues totalement déconnectés et dangereux, et afféodés à des intérêts étrangers, notamment américains. Voilà, bon, on va dire les choses comme elles sont. Quand vous dites ça, vous passez pour donc un pro-Poutine. Et donc, vous êtes interdit d'antenne, c'est mon cas aujourd'hui, quasiment interdit d'antenne, on va dire, et vous n'avez pas le droit à la parole ni à cette critique-là. Il faut voir quand même pourquoi cette critique est fondée et pourquoi elle est interdite. Parce qu'à partir du moment où cette parole-là va se libérer, vous allez commencer à poser des questions sur le pédigré d'Ursula von der Leyen, ministre d'Angela Merkel de la Défense, pris dans des conflits d'intérêts monumentaux avec McKinsey et les cabinets de conseil, exfiltré du gouvernement de Merkel à l'époque, proposé par Macron à la tête de la Commission européenne pour éviter les procès. Et que fait-elle, Madame von der Leyen, d'une fois qu'elle est là, elle trouve rien de mieux que de gérer des contrats faramineux avec Pfizer, laboratoire multicondamné, de manière totalement opaque, puisque ces SMS, comme vous le savez, n'ont pas été partagés. Et il y a plusieurs procès aujourd'hui en Belgique. Heureusement qu'il y a des procédures judiciaires pour montrer en fait l'ampleur de la corruption de cette dame. Et aujourd'hui, quand vous écoutez Madame von der Leyen, l'Europe se résume à 2 choses, c'est le climat et l'Ukraine. Le reste, on s'en fout. C'est-à-dire que le niveau de vie, la qualité de vie, la sécurité, la question migratoire, la question de l'économie même, l'euro, la place de l'euro, tout ça n'existe pas. Dans la tête de Madame von der Leyen, c'est que 2 couleurs, c'est bleu et jaune, hein, c'est l'Ukraine et l'Europe, et c'est le climat. Visiblement, le climat, c'est bleu et jaune aussi. Et on se demande pourquoi, en fait, on arrive à ce degré de simplification et ce degré de bêtise. Parce que derrière, elle n'est pas remise en cause dans sa position.
si ce n'est par des citoyens qui vont déposer des plaintes. Et pour occuper un peu le vulgus pecum, on trouve une affaire des Qatar Papers, bien sûr, le Qatargate, avec des députés européens qui sont eux aussi visiblement corrompus par les pouvoirs de l'argent, notamment le Qatar, en disant attention, il y a des grosses affaires de corruption en Europe, regardez les députés. Mais regardons d'abord la présidente de la Commission européenne, s'il vous plaît. J'aimerais savoir pourquoi ces contrats, de manière totalement opaque, ont été signés, avec une impunité totale du laboratoire, et à des prix ne défiant pas toute concurrence, bien au contraire. Et où sont passées les doses qui ne seront pas injectées, puisqu'il y avait 10 doses par personne, hein, à peu près. Compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui de l'efficacité du produit Pfizer, on pourrait demander un remboursement général. Les milliards en fait récupérés par Pfizer devraient revenir au pot commun en disant c'était une arnaque, hein, c'est pas grave Albert, t'en as fait d'autres quand t'étais à la tête de la branche vétérinaire de Pfizer, maintenant peut-être qu'on peut récupérer ces milliards. Rien ne se passe. La justice va être extrêmement lente, sans doute il y aura quelques piqûres de moustiques sur la veste jaune de Madame von der Leyen, mais pas plus. Et cette Union européenne, au-delà du clownesque hein, qu'on peut voir, tient aujourd'hui à une seule chose, c'est-à-dire la croyance qu'il n'y a pas d'autre solution. Et que finalement la nation, telle qu'on la connaît, est l'origine du mal, puisque la guerre, c'est toujours la faute de la nation. Voilà. Et donc l'Europe, c'est la paix. Alors l'Europe, c'est la paix, bon déjà, on a vu les Balkans, on voit l'Ukraine actuellement, on voit les dépenses de défense qui explosent, on voit la rhétorique belliqueuse de Mme von der Leyen qui est totalement alignée sur les intérêts otanesques pour dire qu'il faut absolument faire une guerre totale. C'est loin d'être la paix. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument gommer les identités nationales, surtout ne pas en parler ou les éviter, parce que ce serait effectivement le moment où les peuples européens seraient les uns contre les autres. Mais les peuples européens n'existent pas dans l'équation actuelle de l'Union européenne. C'est un gloubi-boulga technocratique de gens hors sol qui se rencontrent une fois l'an à Davos et qui font le tour du monde en jet en nous expliquant qu'il ne faudra pas qu'on prenne l'avion parce qu'il faut sauver la planète. Donc à un moment, cette imposture-là, cette chose technocratique devrait être critiquée à la hauteur de ce qu'elle est, donc une imposture de gens qui se permettent des choses alors qu'ils ne sont pas élus démocratiquement, alors qu'ils n'ont pas mandat en réalité pour faire ce qu'ils nous font. Plus les lois européennes, des traités, le TFUE et les traités européens, qui sont là pour empêcher justement des nations de devenir indépendantes ou souveraines. Typiquement le prix de l'énergie, mais aussi la concurrence sur tous les secteurs. On le voit aujourd'hui avec la SNCF en France, qui est obligée de vendre sa branche fret à la concurrence sous peine d'amende de plusieurs milliards d'euros, parce que ce serait de la subvention déguisée, mais tout le monde fait ça en réalité. On a vu ça avec les centrales et EDF qui se bat pour garder les barrages hydrauliques, parce que si jamais ils font des travaux sur les barrages, vous savez qu'ils sont obligés de les remettre en concurrence, parce que ça veut dire qu'ils rouvrent en fait la concession à la concurrence. C'est dans les traités européens ça aussi. Donc il y a une organisation en fait de l'incompétence des États, il y a une volonté de se rendre incapable systématiquement dans les textes de ces traités-là. Et donc on se demande pourquoi les États qui font partie de cette Union européenne, qui ont signé ces traités, les ont signés. Quels étaient les intérêts de ces États et pourquoi ils ont fait une telle chose. Alors on peut dire que c'était à l'époque parce que on était des monnaies fragiles, et d'ailleurs c'est George Soros qui jouait beaucoup avec les monnaies et qui s'est fait une fortune en fait en étant un prédateur sur les cours des différentes monnaies. Et donc l'euro était censé protéger en fait les zones monétaires de la zone euro, justement en disant une grosse monnaie ne sera pas attaquable. Et on a créé l'euro, c'est magnifique, sauf que l'euro aujourd'hui, en état d'inflation, en état de crise économique, puisqu'on est maintenant en stagflation, comme on dit, pour ne pas dire qu'on est en récession, ça ne peut pas tenir. C'est une monnaie intenable, puisque vous avez la même monnaie pour des pays qui n'ont aucune réalité économique commune. Portugal, Espagne, Grèce, Allemagne, France, Pays-Bas, allez-y, trouvez-moi comment ça peut fonctionner. Alors, Christine Lagarde le trouve, c'est un peu comme Bruno Le Maire, c'est des gens formidables, ils trouvent toujours des solutions à tout. Mais la réalité, c'est que dans la zone euro, les taux d'inflation ne sont pas les mêmes, et ça peut être un risque fondamental. Donc, on va faire jouer les taux, et on va paupériser les plus pauvres. En fait, on va rendre la monnaie chère, ce qui n'était pas le cas, et sauf que quand la monnaie n'est pas chère, c'est les gens proches de la création monétaire qui récupèrent l'argent. Quand elle est chère, c'est pas grave, l'argent est fait et c'est les plus pauvres qui vont ne plus pouvoir emprunter
Et bien sûr, l'inflation qui fait que c'est un impôt caché, puisque derrière, vous avez la TVA, les taxes indirectes, qui sont des taxes totalement injustes, puisque c'est à hauteur de ce qu'on consomme qu'on paye, mais en réalité injuste, puisque sur certains produits de première nécessité, on devrait avoir une TVA à taux réduit, ce qui serait la logique, en fait, si on voulait lutter efficacement contre la pauvreté. Donc voilà, la construction européenne est rentrée dans une phase totalement idéologique, avec des gens qui sont alignés absolument sur les intérêts de Washington. C'était pas le cas auparavant, il y avait encore un peu un débat sur ce qu'on pouvait faire, etc. Aujourd'hui, vous n'avez que des gens qui sortent des programmes de création de leaders, en fait, transatlantiques, pour être sûr que tout ce qui va se passer en Europe ne sera que la suite d'une mise sous tutelle de territoires économiques qui sont déjà dépendants. Puisque on parle de souveraineté, si on parle de souveraineté européenne, alors j'aimerais savoir ce que c'est déjà, mais si on parle même de souveraineté nationale, c'est un mot aujourd'hui vide de sens. Vous avez, nous on a un champion en France, il s'appelle Emmanuel Macron. Il a fait des annonces aujourd'hui. Alors tous les jours il fait des annonces pour faire oublier qu'il a fait une réforme dégueulasse sans vote sur les retraites. Aujourd'hui c'est sur le médicament. Ouais, on va remettre des médicaments qu'on va faire chez nous. Alors non, c'est des entreprises étrangères qui vont investir sur des capacités de production ou les rénover pour produire davantage sur le territoire national. Sur les batteries électriques, c'est pareil, il était très fier en disant voilà, Cocorico, on a une usine de batteries. C'est une boîte de Singapour qui investit 4 milliards et qui récupère 1 milliard de subventions françaises pour faire son usine dans le Nord et qui, dans 5 à 10 ans, sera partie puisque ce sera moins cher en Pologne ou ailleurs. Ça, c'est systématique. Vous trouverez, de toute façon, dans ces prédateurs économiques, c'est la prime à l'installation. Ça dure 5 à 10 ans, généralement. Le politique fait son annonce, les gens l'oublient. Il y a une campagne qui arrive dans la foulée. Et puis après, patatras, l'usine ferme, il y avait des promesses. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, vous inquiétez pas, on a un plan de sauvegarde de l'emploi. Et c'est parti, sauf que nous, on a payé 2 fois, 3 fois, 4 fois, avec des subventions, avec des plans de sauvegarde de l'emploi, avec voilà, tout ça pour une campagne d'un tribun qui a encore fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire récupérer de l'argent public pour son intérêt personnel. Donc on en est là. Et donc les annonces d'aujourd'hui, c'était sur le médicament, très bien, sauf que réindustrialiser un pays qui a été désindustrialisé pendant des dizaines d'années, ça ne se fait pas. En 5 ans, 10 ans, ou même en 20 ans, ça prendra énormément de temps. Parce que vous n'avez plus les compétences, vous n'avez plus non plus les territoires qui sont faits pour ça. Et puis, aller mettre une usine de médicaments qui va polluer dans une zone où les riverains sont habitués à avoir un environnement naturel ou plutôt préserver de la pollution, je pense que ça se passera très mal. Donc ça se passe plutôt bien en Inde, puisque voilà, tout le monde ferme sa gueule et puis on peut payer l'installation d'une usine très polluante. En France, c'est impossible. Et puis, c'est pas souhaitable non plus. Enfin, on n'a pas envie d'avoir des usines polluantes, c'est vrai. Donc, la réindustrialisation, c'est déjà une chimère, en fait. C'est encore une promesse fausse du politique pour faire croire qu'il agit. Aujourd'hui, le rôle du politique, il n'y en a qu'un, c'est d'être la courroie ou le porte-parole des lobbies d'argent, pas des lobbies citoyens. Alors, de temps en temps, s'il y a un lobby citoyen qui apparaît, on peut dire quelque chose. Et l'Europe a installé, justement, l'Union européenne, cette construction ici à Bruxelles, a installé la lobbycratie. C'est-à-dire qu'officiellement, l'Union européenne, c'est le règne des lobbies. Vous savez, moi j'ai travaillé dans une autre carrière pour Euractiv, qui est un média qui traite d'affaires européennes. J'ai vu l'ampleur, le poids des lobbies. Vous avez des boîtes américaines comme Google, par exemple, qui ont ici à Bruxelles, à demeure, une 50aine d'avocats qui travaillent pour eux. L'équivalent chez Michelin, c'est 2 lobbyistes, une stagiaire et un mec qui a 2 ans de la retraite. Voilà. Donc, et derrière, ces gens-là travaillent pour influencer le vote des députés européens, pour bien sûr faire que le commissaire européen soit d'accord avec eux. Alors, c'est pas de la corruption, hein, là. On est vraiment dans le rôle des lobbyistes, c'est-à-dire comment influencer la prise de décision politique, parce que le politique, c'est pas, en fait, il sait pas de quoi il parle. Et donc, si on lui propose clé en main une solution, il va dire c'est bien. Et si en plus on lui dit qu'il y a de l'emploi, comme dit Bruno Le Maire, alors là, il signe et c'est gagné. Donc aujourd'hui, cette construction technocratique est devenue finalement l'alpha et l'oméga de la pensée politique de nos dirigeants. Sauf que les temps sont troublés et arrive la montée des BRICS, comme on les appelle, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et tous les pays non alignés, on va dire. Tous les pays qui ne sont pas
les marges de l'Empire américain. Tous ceux qui ont à un moment décidé de dire non, 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 le dollar, oui, on est obligé de l'utiliser, mais pas tant que ça en même temps. Et puis nos intérêts sont vraiment fondamentalement différents sur tous les sujets, donc ça ne sert à rien qu'on travaille ensemble. Désolé, c'est gentil Joe, mais retourne chez toi. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et quand vous regardez tous les sujets de ces dernières années, Covid, Ukraine, climat, tout ça, en fait, ne concerne que des pays, en fait, dépendants de ce qu'on appelle l'Occident, enfin, ou de l'axe washingtonien, c'est-à-dire très peu, en fait, en termes de population et de démographie, d'humains vivant sur cette planète. La majeure partie des bipèdes qui peuplent cette boule en fusion perdue dans l'univers s'en foutent complètement du climat, de la guerre en Ukraine, du passe carbone, ou même du Covid. C'était un truc, bon, ouais, éventuellement, on fait des trucs, mais on va certainement pas faire un pass sanitaire ou un truc comme ça. Sauf que nous, pris dans les phares tels de jeunes lapins traversant la route, on a tous ces sujets-là qui se déversent sur nous comme étant une évidence. Et on est très mal informé. Parce que moi, mon métier, c'est l'information. Quand vous regardez, en fait, comment on s'informe aujourd'hui sur les pays émergents, ou les grands pays, hein, comme la Chine, ou l'Inde, ou le Brésil, la Russie, c'est encore un cas à part, on y reviendra, on ne s'informe pas, en fait. Très peu. Il faudrait rentrer sur des médias spécialisés, il y a des conférences, évidemment, merci Artemus, il y a évidemment un effort d'information à faire pour comprendre ce qui se passe, en fait. Avoir une vision complexe du monde tel qu'il est aujourd'hui, ça demande un effort. Si vous allumez la télé en France, en Belgique, partout en Europe, on va dire, vous n'avez qu'un flot de propagande. Globalement, une information orientée pour vous expliquer que oui, mais alors c'est pas comme ça. Alors en France, on a LCI, c'est le sommet de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pris, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils font un voyage, quoi. Et alors, t'es pas obligé de suivre, hein, mais c'est un truc extraordinaire d'allumer la télé et de regarder et de dire, mais quand tu es informé, tu dis, mais ils racontent n'importe quoi. Ouais, ils le savent, hein, mais globalement, si tu n'es pas informé, tu penses que c'est des gens, ils passent à la télé, donc c'est plutôt intelligent ce qu'ils disent, donc bon, des fois on ne sait pas. Mais l'information aujourd'hui que nous avons, nous, occidentaux, sur ces pays-là, elle est caricaturale ou elle est inexistante. La Chine est une dictature, la Russie est une dictature, l'Inde est aux mains d'un populiste pas loin de la dictature, la Turquie d'Erdogan est une dictature, le Brésil de Lula, ah non, Lula ça va, mais Bolsonaro c'était une dictature, enfin voilà. Donc systématiquement ces pays-là sont traités sous l'angle de allez voir ailleurs, mais allez en dictature, comme dirait Macron. La dictature, c'est devenu finalement tout ce qui n'est pas nous, globalement. Alors, je ne dis pas que ces pays-là ne sont pas condamnables. Ils ont des pratiques terribles sur la liberté de la presse, les opposants sont en prison, certains tombent des immeubles, etc. Mais il faut se regarder soi-même aussi sur la façon dont on censure de manière soft. C'est-à-dire que dans nos démocraties, puisque nous sommes en démocratie, nous avons droit à une parole limitée. Une parole qui a des lignes rouges clairement définies. Hein. Vous ne pouvez pas dire que le vaccin de Pfizer est une arnaque, par exemple. Ça, c'est interdit, ce que je viens de dire, je crois. Je crois que c'est encore interdit. Bon, c'est une grosse arnaque. Hein. 3 doses. Qui est à jour de son schéma vaccinal? Merci. Voilà. Bon, mec, dans une démocratie, justement, cette parole-là serait libre et on serait en train de demander des comptes à Bourla pour qu'il rembourse. Dans une démocratie, on serait en train de se poser la question de mais d'où il vient ce Volodymyr Zelensky et pourquoi cette guerre affreuse est en train d'être mise en scène à coups de milliards et d'armes de destruction massive, dont on ne sait pas d'ailleurs à quoi elles servent en réalité, en disant mais c'est quoi? Alors que des affaires de corruption viennent encore d'éclater en Ukraine, notamment sur la justice. Les néo-nazis en Ukraine? Non, c'est pareil, ça n'existe pas. Donc, je veux bien qu'on continue de caricaturer ces pays dits émergents, qui sont maintenant d'ailleurs le PIB de l'Inde a dépassé le PIB de la Grande-Bretagne depuis longtemps, qui sont des pays maintenant dominants en réalité, à la fois démographiquement, mais économiquement aussi, mais sur les ressources et sur la façon dont ils sont en train de s'organiser pour sortir du dollar. Parce que c'est ça qui est en train de changer la donne au XXIe siècle, c'est que le dollar est une monnaie qui n'a plus d'intérêt.
Avant, elle avait un intérêt, c'était la valeur refuge. On pouvait dire qu'avec le dollar, on avait accès au marché américain, et donc on pouvait faire des trucs. Ce qui va se passer dans les années qui viennent, et d'ailleurs, c'est pas traité non plus dans la presse, très peu, que l'Arabie Saoudite se rapproche de l'Iran, c'est un séisme géopolitique. Qu'il décide que le pétrole ne s'achète plus qu'en dollars, mais peut s'acheter en yens et en d'autres devises, c'est un séisme politique et économique. Que la Chine soit en train de vendre sur les marchés de devises ses dollars pour se préparer à la guerre avec les États-Unis, parce que la fin, ce sera ça, une confrontation réelle entre la Chine et les États-Unis. S'ils sont toujours aussi cons, on en arrivera là. Mais aujourd'hui, tout est en train de changer à une vitesse phénoménale. Et nous, on est tenus, toujours par cette idéologie, de croire que nous sommes les dominants et que eux sont les dominés. Parce que anciennes colonies, parce que pays qui ont mis une vingtaine, trentaine d'années à se développer, et parce que dictature. Et donc, forcément, loin de notre modèle, et donc loin de l'état de droit. C'est vrai que nous, on n'est pas critiquable sur le fait qu'on censure des médias, qu'on mette en prison des gens qui ont osé soigner, qu'on ait enlevé de leur métier des gens non injectés. Tout ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des attirails d'une démocratie tout à fait viable et d'ailleurs chérissable. Mais la caricature fait qu'il y a une incapacité à penser en fait la complexité du monde, surtout pour les gens qui ne cherchent pas à s'informer. C'est-à-dire quand vous allumez le JT, c'est une catastrophe. C'est un moment de propagande grand public, donc on parle de tout, les gens peuvent le comprendre, c'est globalement des sujets qu'on peut aborder, mais alors pas de manière complexe. Donc, voilà, attention, il y a des missiles qui sont tombés sur un toit de centrale. Non, c'est des cheminées, mais c'est pas grave. Attention, il est très méchant, lui, il faut pas le toucher avec un bâton, il va perdre d'ailleurs son élection. Erdogan, bon, il a gagné. Voilà, c'est que des caricatures d'un théâtre de Guignol et tenues par des responsables politiques ici chez nous. Qui ne peuvent pas changer en fait de cette doxa-là ou de ce discours-là. C'est-à-dire que quand en France vous commencez à poser la question des traités européens, et vous le connaissez tous, Asselineau, Philippot et tous les autres qui osent parler du mot Frexit, c'est un mot tabou, interdit, qui vous décrédibilise aux yeux de l'opinion publique. C'est-à-dire que Frexit, si vous le prononcez, vous n'êtes plus quelqu'un qui a une pensée construite, ou à une réflexion politique aboutie, ou qui sait de quoi il parle. Vous êtes un délirant, ou dans une proto-bouffée délirante, ou vous êtes un populiste, ou éventuellement à la fin vous finirez, vous serez d'extrême droite. Bon, je ne vous fais pas le tableau, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et toutes les théories, en fait, aujourd'hui, toute la dinguerie du monde, elle est condensée finalement dans cet attelage euro-atlantiste qui se donne encore une importance qu'il n'a plus en pensant qu'ils sont les maîtres du monde. Et vous l'avez partout, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance cognitive énorme. Le climat, il y a un truc qui ne va pas en fait. C'est pas parce que je vais manger des insectes et rouler en vélo que je vais changer les choses. Le genre, le côté woke, les campagnes de promotion du LGBTQIA+, Belgique, Brabant Wallon, y compris avec les Pokémon et ceux qui se pensent non-genrés, mais en même temps qui pensent qu'ils peuvent être des truites. Putain, attention, parce qu'on ne rigole pas. Bon, là, tu te dis, mais je suis trop vieux pour ce genre de conneries, quoi. Et même les jeunes, mais je suis pas vieux, mais je suis quand même trop vieux pour ce genre de conneries aussi, quoi. L'Ukraine, cette guerre qui n'est pas la nôtre, où deux peuples frères se font une guerre pour une histoire de traités non respectés quand même, et de territoires. Et si vous vous intéressez à l'histoire, vous comprenez pourquoi cette guerre est là, et pourquoi c'est une guerre qui n'aura pas d'issue, qui finira par une paix sur un tas de cadavres. Mais c'est pas grave, ça rapporte de l'argent, voilà, comme toutes les guerres. Et puis le reste est à l'envie, c'est-à-dire continuons de croire que nous avons un avenir dans ces contraintes-là. Les leaders du monde libre qui passent leur temps en fait à faire des lois liberticides. Technocontrôle avec de l'algorithme et maintenant des caméras algorithmiques, les drones en manifestation, les opposants qui commencent à être fichés systématiquement, les QR codes qui vont être réutilisés puisque le pass européen sanitaire va retrouver un nouveau nom, s'appellera Green Pass ou je sais pas quoi, et tu n'auras plus le droit de manger de la viande et de prendre l'avion et de péter sous la douche. Bref, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer. Et ce plan-là, parce qu'ils sont tous d'accord en fait pour faire cette horreur-là, s'appelle le progrès. Et il faudrait l'accepter. Mais quand vous regardez les BRICS, ces pays-là
Alors la Chine a déjà son plan de crédit social, mais nous sommes déjà dans un monde de crédit social ici, en Belgique, en France et en Europe. Si vous dites ce que je dis ce soir-là, vous êtes déjà un mauvais citoyen. Les gens déjà vous regardent bizarre. Alors que j'ai rien fait. Hein. Tu dis juste, oh mec, ton truc de genre là. Et tu fais, ouais, non, mauvais citoyen. Pas le droit, en plus t'es de gauche, t'as pas le droit de dire ça. Donc tu te retrouves vraiment à un moment où tu sais que ta parole t'engage à être ostracisé. Il n'y a pas une liberté de parole. Donc on est déjà dans un système de crédit social. Il n'y a pas de points, mais tu les comptes, les points. Et ensuite, les autres pays, et notamment l'Afrique, si vous regardez, c'est des pays qui n'en ont rien à foutre de nos lubies du moment. La pollution, ils la vivent quotidiennement. Vous avez des sacs plastiques partout. Enfin, c'est un scandale. Hein. Mais donc, c'est même pas un problème pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une meilleure qualité de vie, un meilleur niveau de vie, plus d'argent et une bagnole. Et une télé. Et deux télés. Et un ordinateur. Et même 2 bagnoles, tiens. En fait, ils veulent vivre les 30 glorieuses. Nous, on les a vécues. C'est fini. La classe moyenne européenne et occidentale n'intéresse plus les investisseurs. Et donc, tout le discours actuel que vous avez, et la guerre, enfin, la place de l'Europe face aux BRICS, l'Europe, et enfin, l'Union européenne, l'Occident, doit faire comprendre aux classes moyennes que leur avenir, c'est la paupérisation. Mais c'est pour votre bien. Une douche par semaine, les insectes, pas de bagnole, c'est pour votre bien. La télé, gardez-la, hein, c'est important. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, le nudge, cette ingénierie sociale pour vous faire gober des trucs, c'est de donner aux classes moyennes un avenir dégueulasse, en leur faisant croire qu'il est brillant et que c'est une chance pour eux. La retraite à 70 ans, l'état social qui va être dilapidé, la concurrence, la guerre de tous contre tous, la question du genre, on en parlait, mais c'est quelque chose de fondamentalement et profondément terrible. L'avenir proposé aujourd'hui par l'Occident, c'est une paupérisation accélérée. Pour les pays émergents, c'est l'espoir de gagner plus de thunes. Soit par l'immigration, soit parce que les pays vont se développer, mais globalement, c'est un meilleur niveau de vie. C'est très pragmatique, c'est très matérialiste. Il n'y a pas toutes ces questions des grèves du climat parce que le vendredi, je ne vais pas à l'école. Les gamins, ils veulent aller à l'école. Ils n'en ont rien à foutre, ils font des kilomètres pour aller à l'école. Greta, elle s'en fout, l'école s'en bat de chez elle, et le vendredi, non, elle se met par terre parce que c'est la grève pour le climat. Bon, elle a arrêté parce qu'elle a été diplômée. Mais c'est ça, en fait. C'est cette monstruosité, en fait, d'un monde de classe où vous avez des frontières qui ont été créées pour ça, et où vous avez d'un côté des pauvres qui veulent devenir plus riches, et des riches qui ne veulent pas devenir plus pauvres, mais qui vont le devenir de facto, parce que de toute façon, ça n'intéresse plus les investisseurs. Ça coûte trop cher, l'État-providence. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. Donc il faut se creuser la tête, il faut appeler McKinsey, combien ça coûte, le conseil, ils font des slides et tout, puis ils t'expliquent, ah bah oui, mais il y a le carbone, ah bah oui, mais il y a le... Puis c'est vachement important aussi, parce que tu comprends, quand même, l'eau, c'est dingue. Et nous, on est pris dans cette proposition, qui est un projet, on va dire, hein. Vous n'aurez rien et vous serez heureux, hein, c'est le World Economic Forum, et il n'y a pas vraiment de remise en cause de cette proposition. Ou alors vraiment marginale. Ou alors si vous faites comme je fais ce soir, vous passez pour un gros réactionnaire et qui n'a rien compris aux enjeux actuels de la planète. Bon, non, j'ai compris, je pense, les enjeux actuels de la planète, c'est une lutte des classes, mais à l'échelle planétaire. Avec des pauvres qui vont vouloir s'enrichir et des riches qui vont... Parce qu'on est riche, hein, même si on n'est pas richissime, on fait partie des 10%, 1%, qui ont accès à l'eau potable, qui ont une mobilité facile, qui ont l'éducation, qui ont un système de santé qui, même s'il est en délabrement avancé, fonctionne encore. On vit dans un confort exceptionnel. Au prix des Timis de ce monde, de ces enfants qui bossent à la mine parce qu'il faut des batteries pour les voitures électriques. Ça, le travail des enfants, c'est un fléau international, mais personne ne vous en parlera comme d'un gros sujet, parce qu'on a besoin du travail des enfants, en fait, pour notre confort. Donc, on reste là. Et aujourd'hui, les BRICS sont conscients hein, de leur place et de leurs atouts. C'est la jeunesse, évidemment, la démographie. C'est les ressources, c'est-à-dire qu'ils ont les mines, ils ont les terres rares, ils ont la capacité aussi à bloquer l'accès. Et puis, il y a une vraie décolonisation qui est en train de se faire. Quand on voit l'échec, par exemple, de l'opération Barkhane de la France au Mali, c'est une baffe énorme, gigantesque, aux intérêts français. Quand on voit les gesticulations également de Macron en Algérie pour récupérer du gaz, c'était pas pour ça, mais bon, c'était pour ça, on voit qu'il y a un côté mendiant qui est en train de s'inverser.
les pays développés sont en train de faire de la mendicité ou d'essayer de récupérer ce qu'ils peuvent pour s'assurer encore une survivance. Parce que le problème numéro 1 de l'Union européenne, c'est qu'on est ultra dépendant. On n'a pas de source d'énergie. Rien. Zilch. Alors on a du vent. Voilà. On a des centrales nucléaires en France, on avait un super plan. Alors c'était d'abord pour la bombe quand même, et elles sont vétustes. Et alors ce qui est formidable, c'est que vous savez que les centrales nucléaires en France, ça on ne le sait pas beaucoup, c'est des centrales américaines qui ont été customisées par des ingénieurs français. Donc on a acheté une technologie américaine, puisque c'était eux à l'époque qui avaient la main mise. Donc, mais c'est De Gaulle, hein, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et les mecs se sont dit, ouais mais nous on est français, on est malins. Et ils ont fait des dérivations, des trucs. Et donc aujourd'hui, tous les problèmes des centrales viennent du fait qu'on a un peu bidouillé, à la française, tu vois, tranquille. Ah Michel, tu peux remettre une clé de 12 là, tu me fais un petit truc. Là, ah, elle est bien là, c'est bien ça. Et donc toute la corrosion vient de ça, quoi. Et donc les mecs se disent, bon ok, vous avez fait de la merde, c'est pas grave. Entre-temps, on a flingué la filière nucléaire, il n'y a plus de soudeurs, etc. Aujourd'hui, on a fait revenir des soudeurs en France pour le problème des centrales. C'est des soudeurs américains, puisque c'est le modèle qu'ils connaissent, qui récupèrent un truc qu'ils ne connaissent pas parce que Michel a fait des dérivations, tu vois. Et c'est en plus des sous-traitants, donc si jamais ça pète, c'est la faute à personne. C'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. Enfin, c'est la faute à Michel qui a fait une dérivation, mais il est mort, voilà. Bon. Donc c'est formidable. Donc le nucléaire en France... Alors, et puis on avait le nucléaire deuxième génération, le PR, qui devait être un miracle. Et généralement, donc, ouais, en 5 ans, on te coule une dalle en béton. Alors, ah non, il y a des défauts. Bon, alors 10 ans, non, alors ça coûte 3 fois le prix. Ça met 20 ans. Et il y en a un, je crois, qui marche. Un. Et donc, bon, on est clairement à la ramasse sur le nucléaire, même si ça fonctionne encore, c'est quand même compliqué. Des centrales qui, en plus, sont étirées dans leur durée de vie. Hein, la longévité, c'était 60 ans, on va les tirer jusqu'à je ne sais pas combien, avec le risque, bien sûr, de l'accident fatal. Mais ça, on n'en parle pas. Hein, c'est comme si tout allait bien. Mais le secteur nucléaire français, c'est quand même... C'est pas brillant. Et d'ailleurs, l'ex-patron d'EDF s'est fait virer pour avoir tenu ce discours de vérité à l'université du MEDEF. Non, mais c'est vous, avec vos politiques de merde, qui font qu'on en est là, quoi. Par contre, sur le risque, il y a quand même des bruits qui courent de d'autres scientifiques que c'est quelque chose qui fait partie de l'illusion, le risque nucléaire. Qui fait partie de L'illusion. Non, il y a un réel risque. De toute façon, Je ne parle pas de la pollution et de remettre sous le sol les déchets. nucléaires. Bien sûr. Je parle du risque nucléaire. Il y a quand même beaucoup de surprises et ça passe pas, mais c'est surtout des Américains qui ont participé à la construction des années 60-60 qui disent que le risque n'est pas celui qu'on nous fait croire. Marie Curie a travaillé sur l'uranium et elle est décédée à plus de 60 ans, et alors que son mari s'est fait... Oui, non, mais sur la radiation, bah vous avez des gens qui aujourd'hui ont des cancers liés au travail de maintenance dans les centrales, qui ne sont pas des maladies reconnues comme maladies professionnelles parce que ça coûterait trop cher à EDF. Et donc, non, c'est une réalité. Sur les CHSCT, j'avais fait une conférence justement là-dessus. C'est pas non plus un sujet dont on parle beaucoup. Enfin bref, le sujet, c'est pas le nucléaire, mais sur l'énergie en Europe, de toute façon, on n'en a pas. On n'en a pas. Oui, de bousiller le savoir-faire. Oui, enfin, et même si on avait fait du tout nucléaire, voilà, il aurait fallu vraiment pousser le curseur beaucoup plus loin pour avoir une compétence qui permette de dire, bon ben voilà, on est indépendant parce qu'on a le nucléaire et on le maîtrise de A à Z, y compris sur l'uranium. De toute façon, on n'a pas d'uranium. C'est encore les Russes qui nous le vendent. Faut pas le dire non plus, ça. Je crois qu'on a un stock suffisamment élevé à l'heure actuelle pour tenir plusieurs années déjà. Ouais, 2 ans. Je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Le traitement, à la fois le traitement du POX, etc., tout ça passe encore par la Russie. Et l'approvisionnement en uranium, bah, c'est les guerres en Afrique pour beaucoup, mais ça reste encore les Russes. Et ça, l'Europe n'a pas de ressources énergétiques. Il faut se mettre ça dans la tête. Donc on peut tourner le problème de tous les côtés. Ça allait quand il y avait des colonies hein, et qu'on pompait largement les ressources de pays qu'on avait mis sous tutelle. Sorti de ça, on a pu faire une sorte de néocolonisation, avoir des bons deals. C'est le succès total. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué quand justement ces pays émergents vont nous donner le prix réel de l'énergie. Alors ça tombe bien puisque les Américains qui sont nos amis ont du bon gaz liquéfié à nous vendre, etc. Donc on pourra toujours s'en tirer. Mais globalement, on va manquer cruellement d'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous ces objectifs climat, qu'il y a la sobriété énergétique. C'est pas autre chose que, bon, bah, on n'en a pas, donc il faut se démerder. Et puis après, il y a toujours l'option
Kadhafi, hein, on les bombarde, on les tue, et puis on se répartit les trucs. Ça, on peut toujours trouver un pays, et puis le flinguer et récupérer le pétrole. Les États-Unis s'en privent pas. Et on a essayé en Libye, ça n'a pas forcément très bien marché, mais c'est quand même scandaleux. Et ça reste une réalité fatale de dire que l'Europe, qui n'a pas de ressources propres, va continuer comme ça à creuser longtemps, en pensant être assis sur un... Mais je ne sais pas, en fait, aujourd'hui, quand vous regardez, quels sont les avantages comparatifs d'un continent, alors pas l'Europe géographique, mais on va dire l'Union européenne. Quels sont les avantages comparatifs de l'Union européenne? On a des start-up. Non, on a des places financières, on a de l'argent, mais quels sont les avantages comparatifs une fois passé la sphère financière? C'est compliqué, puisqu'on n'a pas d'industrie, on en a peu. Perte de savoir-faire, évidemment. La démographie n'est pas de notre côté. Et vous regardez, et puis après, l'état de droit, tout ça, c'est une vaste blague, puisqu'on met des lois liberticides les unes après les autres. Donc, où est-ce qu'on va? Et quel est le projet, en fait, de cette Union européenne? Alors, les mecs récitent ça comme des mantras. Hein. C'est, ouais, l'Europe, c'est la paix, tu comprends, c'est quand même l'avenir, c'est un énorme progrès. Enfin, quand vous parlez à des gens qui ne réfléchissent pas, il n'y a pas de remise en cause de ce qu'est ce truc-là, en fait, ni du projet initial qui était la mise en commun de certaines ressources et éventuellement d'arriver à partager, ce qui n'est pas déconnant. On peut faire des traités entre des pays voisins, et c'est même, on doit faire des traités entre pays voisins. Mais est-ce qu'on doit faire des traités tels que ceux de l'Union européenne, qui sont en train d'envoyer quand même des pays vers un suicide collectif, ou est-ce qu'on les remet en cause et on dit peut-être qu'on pourrait s'organiser différemment et utiliser nos forces chacun, non pas pour se faire la guerre, mais pour justement mettre en commun quelque chose. Parce que le commun européen, c'est en fait une destruction des avantages comparatifs des uns et des autres. Et globalement au profit de l'Allemagne, puisque c'est l'Europe qui a permis la réunification heureuse de l'Allemagne, c'est ça qui a sauvé le mark avec l'euro, c'est ça qui a permis à l'Allemagne, pays extrêmement vieillissant, de trouver de la main-d'œuvre bon marché dans toute sa zone d'influence d'Europe de l'Est. Donc ça sert beaucoup à l'Allemagne, qui est le moteur, puisque le moteur franco-allemand, côté français, à part Michel qui fait des dérivations, tu ne sais pas trop. Et donc tu te retrouves avec un truc où quel est l'intérêt, en fait, à part sauver l'Allemagne? Ce qui est en soi peut-être un projet digne de ce nom, parce que sans l'Allemagne, tout serait encore plus compliqué. L'Allemagne qui fait tourner des usines à charbon, d'ailleurs. Oui, et en plus qui est en récession. Mais bon, et qui en plus est en train de se réarmer, et qui en plus s'est coupé de la Russie qui lui fournissait de l'économie bon marché, de l'énergie bon marché, pardon. Donc attention quand même, on vit quand même une période délicate, et je donne pas cher en fait de l'euro dans les années qui viennent. Déjà, ça commencera par la monnaie qui ne pourra pas tenir. Christine Lagarde pourra sortir les bobards qu'elle veut à un moment, ce sera intenable en termes d'inflation. Alors ils vont sans doute contrôler, mais c'est encore les pauvres qui vont payer. L'inflation, c'est quoi? C'est faire payer les pauvres la monnaie qu'on a donnée aux riches. Le quoi qu'il en coûte, enfin ce qui s'est passé ces dernières années est proprement dingue. On a endetté à hauteur de 800 milliards, je crois, les pays européens pour fermer des secteurs parce qu'il y avait un virus qui tuait. Et en disant que ouais, mais c'est ça, notre force, c'est de s'endetter. C'est pas une force de s'endetter. Mais si, apparemment oui. Et on s'endette auprès de qui? Pas de créanciers européens. Très peu. Alors il y a les banques centrales, il y a quelques banques évidemment, mais globalement, le plan d'endettement tel qu'il a été créé, c'est une folie, encore une fois. C'est un truc intenable. Mais ça a été fait par des gens qui visiblement ont des diplômes et qui sont... je ne sais pas en fait d'où ils sortent. Je ne sais pas comment ils pensent comme ça. Mais ça passe. Enfin, c'est à chaque fois, tu dis, à partir du moment où il n'y a pas un mouvement populaire, où il n'y a pas un rejet en fait de ce projet, où il n'y a pas une remise en cause. Alors c'est difficile puisque la parole contestataire, la parole d'opposition n'a pas voix au chapitre. C'est interdit de parler de sortie des traités de l'Union européenne. C'est interdit de parler des défauts de l'Union européenne. Enfin, c'est pas interdit, mais en gros, vous n'avez pas accès à un micro. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire quand vous voyez les partis politiques. C'est là où tu te dis, mais où est l'opposition? Enfin, c'est quoi la couleur? Quelqu'un me demandait tout à l'heure, on veut savoir si vous êtes de gauche et de droite ce soir.
vous aurez la réponse, spoil. Eh ben, en réalité, tous les partis sont d'accord pour dire que ah, mais l'Union européenne reste quand même une de nos valeurs fondamentales. Et puis le climat, c'est super important. Et puis, mais en fait, à quoi tu sers? À un moment, tu dis, mais à quoi servent tous ces gens-là qui bouffent avec nos impôts, nous font des leçons avec nos impôts, et nous pourrissent la vie avec nos impôts? Alors nous, on est gentil, on est obéissant, on est sage, on paye nos impôts. Hein. Mais puis on n'a pas le choix, c'est un prélèvement à la source. Mais Il y a une expérience en France, il y a une personne qui a essayé de rentrer en politique, qui n'y a pas réussi, et qui a refusé le paiement d'impôts, et après, malgré ce... mais ça marche pas, tu peux pas en fait. Aujourd'hui, tu peux plus faire le refus de l'impôt. Sur l'extrême gauche, c'est à zéro. Oui. Après 2 ans, Mais regarde, le Canada et les convois de la liberté. Une grande démocratie, mais c'est pas l'impôt, mais c'est pire encore, c'est le blocage des comptes en fait des opposants. C'est-à-dire que nos démocraties sont déjà de facto des sociétés de crédit social. De facto. Qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que le moment où on pensait éviter le pire, c'est déjà derrière nous. On est déjà dans le pire. Maintenant, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'il faut faire accepter aux gens la retraite à 70 ans, il faut faire accepter aux gens le pass green, etc. Il faut faire accepter aux gens de bouffer des insectes. Ça prendra de 5 à 10 à 15 ans, mais bon, c'est le plan. Ou ça peut aller beaucoup plus vite. L'euthanasie, enfin tout ça. La question de à partir de quand un vieux, ça sert à rien. Je sais pas, 75, 80, on met le curseur où si éventuellement ils veulent se suicider dès 20 ans, pourquoi pas s'ils peuvent s'enlever les organes reproducteurs, c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc non, on est dans un système quand même mortifère de suicide. Il faut être conscient en fait du suicide collectif. À partir du moment où tu dis ça, je passe pour un illuminé, hein, mais la réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est suicidaire, vraiment. Et c'est une pulsion de mort plus qu'une pulsion de vie. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti, c'est de la limitation, c'est de la mort, on va réfléchir sur la limitation de tout, des naissances, du temps de vie, du temps de bonheur, du temps de machin. Et c'est censé être le progrès. Mais vous foutez de ma gueule. Et les BRICS, eux, sont dans autre chose, c'est-à-dire c'est plutôt l'expansion, pas par la colonisation, mais par le partenariat économique, par l'expansion démographique, par la projection de l'influence. Il faut voir que, on parlait tout à l'heure dans le podcast d'Hollywood, la place du soft power américain, qui est en fait le grand succès américain, c'est-à-dire des gens qui sont les seuls à avoir utilisé l'arme atomique, à avoir fait des coups d'État dans une quarantaine de pays, à avoir tué des millions de civils innocents et à se faire passer pour le camp du bien. Chapeau, hein. Je connais aucun pays qui est capable de ça. Et donc Hollywood est une pièce centrale en fait de ce narratif pour montrer aux gens comment justement cette nation est la nation du mouvement hippie, de l'affirmation de soi, d'une liberté fondamentale, d'un amour fondamental de la liberté, alors que ce sont des spoliateurs et des colonisateurs qui ne disent pas leur nom. Hollywood, je ne sais pas si ça peut tenir encore longtemps. Aujourd'hui, vous avez des productions, notamment chinoises. La Chine met un paquet d'argent dans la production culturelle. Et vous avez tout le temps, vous avez les affiches pour les spectacles de danse, machin. Vous avez des films aussi qui sortent maintenant extraordinaires. Vous avez des instituts Confucius. Nous, on a tous eu les instituts français, etc. Il y en avait partout. On les ferme les uns après les autres. Tous les pays européens ont fermé leurs instituts. La Chine ouvre un institut Confucius tous les mois, je crois, un truc comme ça. Donc ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Ils ont compris qu'ils peuvent aussi faire du soft power, même si ils ont une langue particulière, un alphabet compliqué. C'est pas grave. Il y a une appétence pour la culture chinoise. Et puis, il y a un boulevard, je parlais de l'Afrique tout à l'heure, sur la nouvelle décolonisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mépris affiché des Européens par rapport aux populations locales, ni le passif avec les kleptocraties mises en place par les Européens dans ces pays-là. La Chine arrive dans un pays, elle trouve qui elle trouve, mais c'est un partenariat économique. C'est pas autre chose. Et c'est derrière, de toute façon, si on vous prend vos ressources, vous aurez quand même un intérêt direct à travailler avec nous. Ça reste du soft power, c'est une nouvelle, c'est un changement de paradigme complet. Mais tout le monde y trouve son compte. Enfin, du moins les anciennes colonies y trouvent leur compte. Parce qu'il n'y a pas ce passif historique. Et puis parce qu'il y a davantage d'argent.
On est dans ce changement-là radical de sortie du dollar. Les stratégies d'influence de puissance qui autrefois n'avaient pas cette capacité d'influence, et la Chine est vraiment la première puissance en termes d'influence aujourd'hui, mais vous avez aussi d'autres stratégies, comme l'Inde par exemple, qui décide de se fermer à l'influence étrangère, notamment américaine, qui a créé ses propres réseaux sociaux pour ne pas avoir Facebook, Twitter et tous les GAFAM sur le territoire indien, et qui comprend très bien qu'il y a là un cheval de Troie en réalité. Nous en Europe, c'est formidable, hein. Vous arrivez en Europe, aux États-Unis, Google, c'est le moteur de recherche dominant, mais il n'a pas 99% du marché. Je crois qu'il a 80% du marché. Il y a encore d'autres moteurs de recherche aux États-Unis. En Europe, ils ont 99,9% du marché. Ils sont arrivés, ils ont dit, c'est facile. Et en plus, on a 50 avocats à Bruxelles qui font que c'est encore plus facile. C'est un Eldorado, en fait, pour les GAFAM, l'Europe. Alors, quand vous avez Thierry Breton, commissaire européen, qui est là pour dire « Ah, mais non, mais on vous interdire parce qu'attention, vous faites des discours de haine. » Et puis, nous, on fait des lois. Mais ils ne font pas des lois. Ils font des lois de contrainte, des lois de censure, mais ce n'est pas des lois pour réguler les GAFAM. Thierry Breton, je ne sais pas à quoi il sert, à part mettre en place des lois de censure. Sous prétexte de protéger quoi? On est déjà dépendant à 90% en fait, des GAFAM. Microsoft, qui avait une stratégie dans les années 90 de faire de l'entrisme via l'éducation. Ils ont financé des campus, de l'achat de matériel, etc. auprès des différents ministères de l'éducation en Europe. Non, mais c'est pour votre bien, vous savez, c'est des produits Microsoft, c'est super. Google a fait la même chose, avec même des formations d'élus. Google, c'est encore mieux, il faisait des formations d'élus à l'open data. L'open data qui sert bien sûr les profits de Google, et qui ne sert pas les élus pour savoir où sont les fontaines parce qu'il fait chaud l'été. Et tout est comme ça. Donc nous, on est déjà totalement flingués. Il n'y a pas de souveraineté réelle et il n'y en aura pas avant des années, même avec un sursaut et une volonté technologique et des ingénieurs et des capacités de création. La seule influence qu'on peut avoir, c'est de placer des mathématiciens français, belges, anglais, allemands, etc. Au sein de ces entreprises internationales qui sont des entreprises qui servent les intérêts américains. Mais c'est à la marge. Mais nous, avoir une capacité de réponse à ça ou être capable de dire on va créer même un contre-système, l'Inde le fait, peut-être, la Chine le fait évidemment, vous le savez, hein, ils n'ont pas non plus les réseaux sociaux, ils ont Weibo, ils ont WeChat, ils ont leur truc à eux, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un marché qui valait de l'or, et que si les GAFAM mettaient la main sur ce marché, c'était foutu pour eux. Nous, l'Europe, on a été créé pour être un marché pour eux, en fait. C'est l'Eldorado américain, l'Europe. C'est le moment où ils se disent, tiens, il y a des ploucs, là, on leur a vendu des bagnoles, des télés, des machins, tiens, on va leur vendre une politique, maintenant ils vont rien comprendre, laisse tomber, c'est les Européens. Il n'y a pas de réveil des peuples, il n'y a pas de volonté politique, et le truc qui est le plus frustrant, je pense, c'est de voir justement les jeux politiques en place, et le théâtre d'ombre. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, mais parler de sortie des traités européens est interdit en politique nationale. Parler de réalité économique avec les BRICS, c'est quelque chose qui n'est jamais traité. Vous avez... alors, vous voyez la dépendance en plus, elle est là, c'est-à-dire que Bruno Le Maire, notre fantastique écrivain, ministre de l'économie, ne va pas rencontrer le ministre de l'économie taïwanais qui passe à Paris, parce que ce serait mal vu, etc. Donc il y a quand même voilà, une codépendance, c'est-à-dire que non seulement on est totalement dépendant des Américains, mais en plus on ne doit pas fâcher les BRICS qui savent très bien qu'ils peuvent nous écraser également. Donc on est pris en étau, en réalité, entre des empires, et l'Europe ne sera jamais un empire. C'est aujourd'hui un petit territoire qui ne gère pas les vrais problèmes, puisqu'il n'y a pas de loi. Enfin, le problème migratoire, ça fait depuis 2000, même avant 2000 qu'il existe. Il n'y a jamais eu une volonté politique européenne pour traiter le problème de manière humanitaire, même de manière politique, sur Schengen, sur Dublin, sur l'accueil, sur Frontex. Tout ça, c'est les mêmes paroles, les mêmes discours vides de sens, et vous avez des pays frontières qui payent cher, vous avez toujours les mêmes nombres de morts sur les routes migratoires, et notamment en Méditerranée, et vous avez toujours les discours dans « Ah mais non, nous on fait notre boulot, et puis c'est pas eux, c'est les Italiens, et puis machin ». Il n'y a pas de volonté politique, jamais. L'Europe, c'est pas une volonté politique, c'est un accompagnement en fait du déclin. Et ça, il n'y a rien pour renouveler ça, en fait, en réalité. Et les BRICS aujourd'hui ont compris. Quand vous avez Trump, qui est président des États-Unis, c'est le moment où tu peux dire peut-être qu'on va pouvoir sortir de la dépendance américaine, ou du moins dealer des trucs.
Rien ne se passe. Vous avez 4 ans avec Trump qui décide de sortir de toutes les politiques internationales américaines qui existaient auparavant, qui fait la paix avec la Corée, qui fait la guerre avec la Chine, qui dit avec l'Europe, l'OTAN, je m'en fous, c'est de la merde. On pouvait tout faire. C'était le moment où tout était sur la table. Avec ce mec-là, c'était possible, avec les limites bien sûr de l'administration américaine, mais globalement, on pouvait s'affirmer. Il ne s'est rien passé. On a même fermé nos gueules alors qu'on avait les preuves que l'administration Obama écoutait nos dirigeants. C'est pas grave. Le coup des sous-marins, c'est pareil. Oh, c'est de bonne guerre. Les F-16 achetés par la Belgique, et après on parle d'armée européenne. L'Allemagne, qui est quand même la place en fait, la place forte du contingent extérieur américain, 40 000 GI postés à l'année en Allemagne. C'est de là que toutes les opérations en Irak et en Afghanistan partaient. Et ils avaient beaucoup d'argent pour ça. Donc évidemment que quand Nord Stream explose du fait des Américains, tout le monde ferme sa gueule. Enfin, ce jeu infâme, en réalité hypocrite, où la dépendance existe depuis longtemps, ça sert à rien après de faire des grands discours sur le projet européen, sur notre avenir commun, sur nos valeurs communes. C'est du flan. Et c'est quoi les valeurs communes européennes? L'état de droit, il est foulé aux pieds depuis la crise sanitaire et même avant. Ouais, c'est ça, c'est l'aide, c'est la dette, c'est l'endettement. L'endettement commun. Et même la dette n'est pas commune, attention, faut pas déconner. L'aide au bataillon Azov. Ah, l'aide au bataillon Azov, bien sûr. Non, mais nos valeurs communes, bien sûr. Mais le nazisme, très bien, c'est commun ça à l'Europe. L'électricité, non, mais l'absence d'électricité. Je sais pas, moi j'aimerais, tu vois, à un moment qu'on me propose un projet effectivement porteur d'espoir, concret, réaliste aussi, et qui arrête de nous saouler en fait avec des sujets en fait hors propos. La question aujourd'hui, c'est pourquoi on nous propose une paupérisation accélérée en nous disant que c'est pour notre bien? Et pourquoi on devrait accepter? Il n'y a pas à accepter ça en réalité. Et si on est tous plus ou moins au courant de ce qui se passe actuellement depuis le Covid, la crise Covid a accéléré ce truc-là. Ouais, et ça a accéléré, mais ça ne change rien. Et après, la guerre en Ukraine avec les milliards Mais c'est injectés, pareil. tout ça, je veux dire, toi, comment tu vois le truc dans le futur et comment on pourrait s'extirper un petit peu de cette situation? Ben c'est ce que j'ai pas de solution. Moi, j'ai pas de solution sur cette impasse. C'est pas une solution, mais une idée. Mais l'idée, ce serait déjà de remettre la liberté de parole et un vrai débat démocratique au sein des démocraties, en disant mais on a le droit en fait de dire qu'on n'est pas d'accord, on a le droit de dire que c'est quand même ce moment-là, la façon dont a été gérée la crise sanitaire est une honte, on a le droit de dire que la guerre en Ukraine n'est pas notre guerre, on a le droit de dire que c'est pas un projet auquel on adhère, de vouloir absolument tacler le carbone sur notre dos, alors que Ursula von der Leyen a fait en 3 jours, elle a fait Toulouse, elle a fait la Tunisie et elle est au Brésil. Ouais, mais tout est basé, Non, mais nous, on aura droit à 4 trajets en avion selon Jean Covici pour sauver la planète. Mais va te faire foutre. Non, mais vraiment. tout est basé sur l'opposition finalement, avec les trucs LGBT, les woke, les machins, les gauches. Oui, ça, j'en parlais, mais c'est de la fausse opposition. Enfin, c'est vraiment le seul projet aujourd'hui qui compte, c'est vraiment la défense des libertés. C'est aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'on est sur une base fragile de défense des libertés. C'est vraiment à l'os. Il n'y a plus rien. Tous les projets de législation européenne sont des projets de censure. Ce sont des projets de contrôle, ce n'est pas des projets de création, d'expansion. C'est comment empêcher les gens de faire des trucs. Et donc c'est impossible en fait. C'est pas comme ça que ça se gère un monde humain. Qui devrait être commune pour tout le monde ici, tu vois. Cette Mais- liberté dont tu parles, elle est décanalisée, je sais pas si c'est le mot, mais parce que avec cette division, voilà, les gens s'opposent avec du Je vais- communautarisme à la con. Oui, mais ça, on reviendra aux questions, mais c'est bien sûr que ça fait partie des fausses oppositions. Mais voilà, c'était un exposé introductif, on va dire. On va peut-être prendre des questions, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Comment ça fonctionne après, Amine? Il y a des petits papiers. Laissez parler les petits papiers. Vas-y, pose. S'il y a des personnes qui veulent un papier qui n'en ont pas, il en reste. Voilà. Pardon?
Ben, là, il y en a que 3, je peux répondre aux 3, tu vois. C'est pas. Si on avait une cinquantaine. Mais non, il n'y a pas de censure, justement. Oui, attends, il y en a un qui est plié comme un vote. Tu peux commencer à répondre. Ouais, alors je vais commencer à répondre. Hein. Choisis quand tu t'arrêtes. Oui, la monnaie numérique, tiens, je vois celui-là, c'est très bien. La monnaie numérique, c'est un vrai sujet aussi. J'en ai pas parlé dans les différents sujets qui préoccupaient l'Occident. Ça reste un outil de contrôle, mais comme le tout électrique d'ailleurs. On nous pousse au tout électrique parce que bon, déjà on n'a pas les sources, voilà, mais c'est une énergie qui peut se fermer aux centrales. Enfin, très très rapidement, on peut baisser l'accès à cette source d'énergie. On a déjà le cas avec Linky, par exemple en France, hein, qui choisit les tranches horaires pour vous, etc. Donc c'est une énergie de contrôle. La monnaie numérique, évidemment, c'est la même chose. C'est empêcher l'économie parallèle de prendre une place trop importante, alors qu'il faut savoir quand même que l'économie parallèle, c'est beaucoup du PIB dans nos économies développées, que ce soit prostitution, drogue, tout trafic confondu, hein, et je ne parle même pas du travail au black, hein, mais c'est fondamental dans la structure de nos économies défaillantes. La drogue, c'est un truc de dingue. Hein, il n'y a pas de lutte contre la drogue, il ne faut pas se leurrer. Il y a des luttes contre les points de deal de Darmanin, mais si vous voulez vraiment lutter contre la drogue, vous allez au Havre et à Marseille, et vous mettez des équipes pour fouiller tous les containers. Et globalement, vous savez que vous allez très vite faire votre beurre. Donc la monnaie numérique va faire partie de cet outil du technocontrôle. Et là encore, on est déjà dedans parce que vous pouvez payer maintenant avec votre téléphone, vous payez déjà par carte bleue et les retraits d'argent ont diminué drastiquement et les DAB, les distributeurs de billets, sont en train de disparaître les uns après les autres parce que ça coûte cher aux banques, parce que l'argent physique coûte cher aussi à produire, à distribuer, etc. Donc la monnaie numérique, on n'y échappera pas, c'est sûr, mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner. À partir du moment où vous avez plus cette possibilité d'avoir une certaine fluidité des échanges et une économie parallèle, ça risque d'être quand même extrêmement difficile pour tout le monde. Mais on n'aura plus rien, on sera très content peut-être. Alors, il y avait quoi d'autre comme question ? Les sanctions, échecs récurrents, et pourtant dans quelle mesure les oligarques occidentaux sont les vrais bénéficiaires en plus des dirigeants des pays sanctionnés ? Les sanctions, il n'y a que les États-Unis qui sanctionnent en vrai. Vous avez un seul pays qui sanctionne tous les autres, c'est les États-Unis. Eux n'ont jamais été sanctionnés. Pourtant, le nombre de coups d'État, le nombre de merdes qu'ils ont pu faire mériterait sanction. Crime contre l'humanité aussi. Hein. On peut parler de la guerre en Irak, les guerres successives en Irak. Là encore, non, les sanctions, c'est uniquement l'extraterritorialité du droit américain qui leur permet en fait de décider quel pays a le droit de jouer ou pas. Et c'est aussi, ça va changer, je pense, dans le rapport, à partir du moment où les BRICS vont s'afficher, et déjà, je pense que c'est ce que fait Poutine avec les sanctions, hein, il fait très bien comprendre qu'il peut les contourner, qu'il trouvera toujours des moyens de vendre, et c'est là où c'est formidable. L'Europe, c'est quand même qu'on a, donc, on n'a pas le droit d'acheter du gaz russe parce qu'il est méchant, donc les Russes vendent leur méchant gaz aux Indiens, qui le rendent gentil et qui nous le revendent. Et donc on achète du gentil gaz aux Indiens. Alors les Européens, il y a un commissaire qui a dit non mais on se fait avoir quand même, il faudrait dire aux Indiens qu'ils n'ont pas le droit d'acheter du gaz aux Russes. Et d'où ? Et Macron qui dit aux Iraniens, il faut arrêter aussi de travailler avec les Russes. C'était avant-hier. Ouais. Super. Non mais qui sont ces gens quoi ? Donc je pense que là on va arriver vraiment au moment où soit c'est la guerre mondiale, soit on fait bon, allez, on fait la paix, allez, Volodymyr, écoute, c'était rigolo, tout ça, mais bon, ça fait beaucoup de morts. Mais peut-être pas, hein, peut-être ça va être la guerre mondiale. Je n'ai pas de boule de cristal, mais tout est sur la table. L'impérialisme américain, vice de forme initiale ou basculement, à quand, avec en septembre, etc. Mais non, c'est l'organisation des relations internationales qui se fait sur la Pax Americana, qui est une guerre permanente. Et on sort de la Pax Americana. Et c'est l'angoisse absolue des États-Unis de se dire qu'ils ne sont plus les maîtres de la guerre. Alors, ils les restent, puisque en termes de dépenses militaires et en termes de moyens de projection, c'est le seul pays qui a des bases militaires partout dans le monde. C'est le seul pays qui a une telle dépense budgétaire de défense. Ça reste quand même les promoteurs numéro 1 de la guerre dans le monde. Donc, tant que c'est le cas, on vit encore sous la Pax Americana, qui est une guerre éternelle.
Sauf qu'à un moment, ils n'auront peut-être plus les moyens. La campagne présidentielle américaine, je pense, va mettre sur la table la question de l'Ukraine, et ça risque de faire mal. Parce que l'Américain moyen va commencer à se demander à quoi ça sert tous ces milliards à l'Ukraine. Après, ils ont toujours aimé faire la guerre très loin. J'ai jamais compris. C'est le côté du GI qui est là, qui fait « Ouais, moi j'arrive, écoute, espèce de bougnoule, je vais t'expliquer ce que c'est que la démocratie. » Il revient, il fait « Ah, j'ai perdu mes jambes, saloperie, donc le Sam. » Et hop, ça fait un film d'Hollywood, quoi. Et tu fais « c'est quand même un beau pays. Hein. » Bordel! Et ça, c'est depuis que j'ai 5 ans, quoi. Ouais, et avant, tu vois. Sauf que maintenant, ils en font des films et tout. Ah, impressionnant, quoi. Donc, bon, autant de conneries condensées comme ça, c'est beau à voir, hein, mais quand même. Quels pays demandent leurs adhésions au BRICS? Je sais pas s'il y a une adhésion. 19 pays, c'est ça? Mais comment ça fonctionne, en fait? Ils vont créer un G7 à eux, officiellement, etc. Ouais. Ouais, bah, je pense que nous, on sera les derniers adhérents. Dans quelques années. Toc toc. Il nous reste plus rien, mais on n'est pas heureux. On peut venir? Truc du genre. Les pays des BRICS sont subordonnés au top pour souverainisme et anti-impérialisme. Venezuela, etc. Pourquoi pas l'Europe? Oui, non mais bien, mais la question du souverainisme, elle est centrale aux BRICS, je pense. C'est justement cette volonté de ne pas être dépendant de l'Empire américain très tôt, parce qu'ils avaient déjà cette capacité-là, qui leur permet de tenir comme ça. Mais si vous regardez par exemple le cas de Cuba, qui est quand même assez exceptionnel. Cuba, c'est une petite île qui n'a pas grand-chose, hein, qui a été sous sanction depuis toujours par le voisin américain qui, auparavant, s'en servait comme casino géant à ciel ouvert. Donc c'était juste l'endroit où les Américains allaient faire de la merde, parce que c'était Cuba. Arrive Castro, etc. C'est des communistes, ils sont méchants, ils sont sous sanction depuis toujours. Pendant le Covid, les Américains interdisaient même l'importation de ventilateurs, de trucs. Enfin, c'était pareil, c'était genre, non mais eux, ils n'ont pas le droit, ils peuvent mourir. C'est des Cubains. Ils se démerdent. Alors, ils n'ont pas grand-chose, hein, c'est pas non plus... mais il y a toujours un secteur d'État florissant, il y a toujours des tickets de rationnement pour que tout le monde puisse manger quand même. Ils ont un secteur de santé qui fonctionne, qui a un CAM et qui est là. Et ils ont réussi à créer des partenariats un peu partout. Le Venezuela, sur la manne pétrolière, c'est pareil. Ils n'en ont rien à foutre, en réalité. Qui se rappelle du pantin américain qui devait faire un coup d'État au Venezuela? Ouais. Juan Guaido. Rappelle-lui? C'était le peuple le réclamait. Il devait prendre le pouvoir au Venezuela parce que Maduro, il est méchant. Et... Pchit. Encore un coup d'État raté. Mais bon, c'était pas faute de moyens. Hein. Donc, c'est en train de changer. Déjà, même les coups d'État américains en Amérique du Sud, ça fonctionne plus. Donc, je pense que c'est déjà un signe important, en fait, de l'affaiblissement de cette Pax américaine. Il y aurait des brevets sur des nouvelles sources d'énergie libre. Alors, je ne sais pas. Non, j'ai pas entendu parler de ces brevets. Je sais qu'il y a plein de... Alors, en ce moment, c'est le lobby de l'hydrogène qui est au taquet. Hein. Vous avez compris qu'après l'électrique, c'est l'hydrogène. Bon, je sais pas pourquoi, parce que pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Peut-être il y a un lien. Et donc, c'est clairement le lobby qui a le vent en poupe, c'est l'hydrogène. Pour le reste, non, on reste sur de l'éolien. Mais encore, sur les renouvelables, c'est les Chinois qui nous vendent les trucs. C'est pas recyclable. Une pale d'éolienne, ça s'enterre, ça se recycle pas. Un moteur d'éolienne, ça peut prendre feu. Une voiture électrique aussi, ça prend feu. Les feux de forêt en Gironde l'an dernier, c'était une Tesla qui avait pris feu. Et un feu électrique de batterie, c'est un truc incroyable. Hein. C'est comme une explosion. Et les pompiers sont en train d'être formés pour gérer les feux de ces voitures électriques. Donc on est en train de créer en fait les prochains problèmes en fait des feux électriques qui vont sans doute être une catastrophe si en plus on a des étés de canicule. Puisque maintenant l'été, vous savez, c'est pas le moment où on va à la plage. C'est le moment où on manque d'eau, il fait trop chaud, c'est la canicule. Hein. Fini les vacances. Alors, BRICS, nouvel ordre mondial. Oui, le vrai New World Order, s'il y en a un, c'est cet équilibre des pouvoirs qui va se faire de facto avec la question de la guerre. Je vous dis, la résolution finale, c'est Chine-États-Unis. Et est-ce qu'ils auront une confrontation totale pour emmener le monde dans une guerre mondiale et voir comment on s'en sort, ou est-ce qu'il y aura un règlement économique ou autre? Mais ce grignotage-là n'a pas d'autre alternative que cette confrontation-là. Je n'ai pas non plus là de boule de cristal pour vous dire, mais clairement, le sentier est tracé, quoi. C'est moi qui ai posé cette question-là, et j'aimerais bien développer un petit peu
C'est ça, enfin, le nouvel ordre mondial, c'est l'équilibre des pouvoirs. Oui, mais moi j'ai l'impression que c'est comme un policier, il y a le gentil et le méchant. Et on fait passer donc en ce moment Poutine et la Chine pour les gentils. Alors qu'on sait très bien que c'est deux États en dictature. Et donc pour le moment ils sont occupés de se racheter une cure de jouvence, on va dire ça comme ça. Mais que pour finir, ils sont quand même dans le plan du nouvel ordre mondial et qui vont faire partie de l'élite du nouvel ordre mondial. Et qu'ils font déjà partie. Et que tout ce qu'on assiste en ce moment, c'est une immense pièce de théâtre. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il y a un plan. Attention, il y a des stratégies personnelles de pouvoir pour rester au pouvoir dans ces États-là qui n'ont rien à voir avec des volontés connectées ou individuelles. Regardez la façon dont est reçu Macron à Moscou et puis d'autres dirigeants qui sont allés à Moscou. Ce qui joue actuellement, c'est une vraie confrontation et une guerre chaude. C'est pas une guerre froide. Le nouveau rideau de fer, c'est une réalité. Je pense pas que vous avez là des mises en scène. C'est là des enjeux qui sont individuels pour le maintien au pouvoir, qui sont stratégiques pour la vision aussi d'une certaine place de l'État, de la nation, des frontières. Erdogan en Turquie, c'est la même chose. Il a une vision à long terme sur la place de la Turquie dans les échanges bilatéraux. Et la Chine, ça ne change pas. C'est l'empire du milieu. Tout ce qu'il y a autour, c'est des marges. Éventuellement, on va s'en servir, on voit comment on fait. Mais la civilisation est chinoise. Le reste du monde, c'est des barbares. Tout ça, ça ne change pas. Et donc, il faut voir toutes ces stratifications historiques, etc. Le nouvel ordre mondial, c'est juste un nouvel équilibre des pouvoirs. Il n'y a pas de plan cohérent où des gens seraient mis d'accord à un moment pour dire tiens, on va en Ukraine, on met Zelensky, c'est rigolo, il fait des blagues. Toi, Poutine, t'aimes bien la guerre, t'aimes bien la guerre. Non, là aujourd'hui, on est dans un jeu. Moi, je crois quand même que si, parce que Davos, c'est quand même plus de 2000 personnes. Mais tout le monde passe à Davos. Ce que je disais tout à l'heure au podcast, ou je ne sais pas où. Modi est allé à Davos, Bolsonaro est allé à Davos, Poutine est allé à Davos, tout le monde va à Davos. Alors même si tu es d'accord ou pas, t'y vas. Tu sais quoi, t'y vas, tu vois ce que c'est, mais ça ne veut pas dire que tu fais partie d'un truc. Ce qui fait partie du truc, c'est les young leaders qui ressemblent à des allumettes, qui eux, clairement, y croient, et qui sont simplement les relais des cabinets de conseil. Parce que Davos, c'est quoi? C'est la partouze des cabinets de conseil. C'est tous les ans, les mecs vont en Suisse, il y a les putes qui arrivent, il y a la coke, les jets, et après ils vont « Ah, on a des plans géniaux, regarde, c'est un truc, on a trouvé une ado formidable, elle est un peu autiste, mais elle va sauver le climat. » Ils ont quand même mis le laboratoire Wuhan, financé par les États-Unis et la France. Mais le P4 à Wuhan, c'est tout le monde est dans le coup. Le CDC, EcoHealth Alliance, le gouvernement français sous Chirac qui ouvre le machin, qui est ensuite inauguré avec Cazeneuve, et là c'est les socialos. Je veux dire, c'est un truc, tout le monde est dans le coup. Et c'est à un moment, les Chinois ont dit, bon, on va faire des petits essais militaires, vous inquiétez pas, c'est sympa, on a récupéré des chauves-souris, tout ça. Et les mecs ont dit, c'est faire. Mais en fait, ils avaient un niveau de sécurité qui était moindre qu'une salle d'opération dans une clinique lambda. Et les mecs faisaient des trucs sur des virus létaux en disant « Mais non, c'est pas grave, ça joue ». Et après, c'était la faute du pangolin. Et dès 2020, tu as les preuves, en fait, que les preuves ont été effacées avec Bad Girl, la chercheuse chinoise, etc. Tu sais, en fait, le faisceau d'indices est tel que tu sais que ça vient du labo P4 de Wuhan. C'est écrit partout, mais c'était pas dans la presse mainstream. Vaguement, le New York Times avait fait un petit article. Et donc, vous aviez les fact-checkers, les chevaliers de la vérité vraie, qui étaient là pour dire « Ah non, on peut pas dire des choses pareilles, en fait, parce que vous avez le marché aux bestiaux à côté, où les pangolins copulent, en fait, avec des pieuvres. Évidemment que ça vient de là. » Et tu te retrouves à dire « Attendez, et le labo, là, où ils font des recherches dégueulasses. » Non, rien à voir. Mais excuse-moi, mais là, en Ukraine. Mais pareil, On parle pas. mais ils peuvent pas en parler. Julien Pain m'a bloqué aujourd'hui sur Twitter. Oh non, oh non. J'ai rien fait. Je lui ai même pas parlé. Rien. Julien Pain, qui est un chevalier de la vérité vraie. Et donc tu fais, ces mecs-là, en fait, ont pour devoir d'empêcher le débat. D'empêcher. Et donc, à l'époque, François avait sorti l'info, mais plein de médias alternatifs avaient sorti l'info. Il a fallu des articles du New York Times, du Sunday Times, du Washington Post pour dire ouais, quand même, ce labo, quand même, des dents, quand même. 2 ans après, 3 ans après, on n'a toujours pas les preuves. Mais c'est comme Nord Stream. Mais qui a fait péter Nord Stream? Alors, ça alors? Oui, parce que, évidemment, mais le jeu est là. Ah oui, mais avec quels moyens? Ah
savez, c'est compliqué tout ça. Donc, Excusez-moi, je rejoins l'avis de Nicolas sur cette partie-là pour deux arguments un peu plus factuels. Le premier, c'est que en fait, la guerre, c'est l'Ukraine-Russie. Officiellement, en théorie, on sait que c'est nous qui réarmons, c'est nous qui refinançons. Donc, officiellement, s'il y avait une vraie volonté de guerre, ils n'auraient pas laissé passer le gaz, parce qu'ils ont pas passé le gaz de Russie sans passer par le Gulf Stream, ils l'ont passé par l'Ukraine où ils touchaient des millions d'argent. Et ensuite, au niveau familial, les grands-parents de Nicolas II et de la reine d'Angleterre. oui, non, mais bien sûr, mais Donc, une moi, guerre, attendez. J'entends bien ce que vous dites par rapport au Mais- fait que vous ne faites pas comme pièce de théâtre, mais je ne partage pas du tout cet avis. Une guerre, c'est une machine à cash. Tant qu'on fait de la thune avec une guerre, on ne fait pas la guerre. On fait la guerre avec des gens qui meurent, mais c'est une machine à cash. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est une machine à cash. C'est tout. D'ailleurs, c'est officiel, hein, les mecs, je ne sais pas où va la thune, mais ils en ont. Ils ont plein d'armes aussi. Plein. Ils ont une contre-offensive, etc. D'accord, mais ça n'empêche pas. Mais c'est pas une mise en scène, c'est qu'une guerre, c'est... Là, quand le dollar va s'effondrer, ce sera la guerre mondiale. Ok, je peux le dire, boule de cristal. Évidemment, là, il n'y a pas d'autre choix. C'est forcément la guerre mondiale, c'est le Great Reset, c'est pas autre chose que ça. Une guerre mondiale, c'est quoi? C'est des pauvres gars qui se font buter, mutiler, ce que tu veux, pour des gens planqués qui se font de la thune. Ça a toujours été ça. Donc il n'y a pas de mise en scène. C'est le principe d'une guerre contemporaine industrielle. Avant, c'était pas le cas. Tu avais les mecs qui chargeaient avec le cheval, tu avais le noblio du coin qui était là, taillot et machin. Bon, il s'éviscérait à coups d'épée, après il y a eu des balles. Mais bon, c'était un truc physique. Là, c'est un truc industriel qui rapporte beaucoup d'argent. C'est ça. C'est ça. Pas que ça puisse être une pièce de théâtre. Mais c'est pas une pièce de théâtre. C'est qu'à un moment, tu dis, bon, on va faire l'escalade. On veut dire, là, tu veux la guerre. C'est très simple. Tu veux la guerre, tu lances une bombe nucléaire sur l'Ukraine. Là, tu as la guerre. Il n'y a aucun problème. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Mais quel est l'intérêt de faire ça? Parce que c'est une pièce de théâtre, je veux dire. Non, mais non. Je parle de machine à cash, pas de pièce de théâtre. Une guerre, c'est de l'argent. C'est de l'argent. À partir du moment où ils ne font pas la guerre, on est d'accord, il n'y a pas de guerre. Oui. Il n'y a que l'Ukraine et la Russie sur des territoires particuliers. Il n'y a pas de guerre européenne alors que c'est nous qui finançons. Donc officiellement, on est en guerre, mais dans les faits, on fait comme si rien n'était. Et clairement, Non, on fait comme si on était en guerre. Mais c'est une guerre de basse intensité. Le fait de votre argumentation, pour moi, n'empêche pas que ça puisse être une pièce de théâtre. Et Non, donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais j'ai bien entendu, mais ça n'empêche pas, factuellement, que ça puisse être une pièce de théâtre. mais je pense pas. Pour les enjeux qui sont en présence, c'est... Ouais, ouais. Si je pouvais rajouter. Ouais. Alors, mais vous monopolisez un peu le débat. Attendez, je vais ouvrir, je vais faire une passe au Macron Ball à l'équipe Macron. Alors, c'est moi le capitaine de l'équipe Macron, donc je fais ce que je veux. Alors, construire une autre Europe, oui, mais comment? Je ne sais pas. Et les libertés, bien sûr, les médias, suppression de liberté, évidemment. La question fondamentale, en réalité, je le disais en conclusion des remarques de cette conférence, c'est la défense des libertés. On en est là, en fait. Donc oui, on ne peut pas être d'accord sur la mise en scène, etc., mais que ce soit sur la place prépondérante que prennent des régimes autoritaires sur la nouvelle gestion du monde, sur nos libertés à nous, qui sont peau de chagrin dans des démocraties qui, autrefois, avaient quand même un peu plus de liberté, c'est-à-dire que la France était un pays non aligné. Il y avait encore, si vous prenez les discours de Chirac quand ils font le RPR, le mec est anti-européen. Bon, après, il a très vite compris. Hein. Mais, ah oui, je veux être président, donc, non, c'est bien, c'est super, Maastricht, tout ça. Mais prenez les premiers discours de Chirac, c'est juste dingue. En vrai, un mec dit ça aujourd'hui, bah, c'est Zemmour, hein, il disait ça, donc il était, voilà, c'est pas possible. Et puis même pas Zemmour, puisqu'il est quasiment pro-européen aussi. Marine Le Pen est devenue pro-européenne aussi, cheminant comme ça, en se disant, tiens, si je veux le pouvoir, éventuellement, il faut que j'arrête de dire des conneries. Ce qui n'est pas des conneries, en fait, c'est qu'elle n'a pas le droit de dire ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de liberté de parole. Il y a un vrai problème d'écosystème médiatique. Il n'y a pas assez de médias indépendants. Petit à petit, il y a une concentration. Il y a eu les lois de 90 de Balladur qui ont permis aux industriels d'acheter des médias. C'est un secteur qui ne fonctionne pas parce que ça coûte trop cher, il n'y a pas assez d'abonnés. Et donc, des milliardaires investissent et sont aidés avec nos impôts, avec les aides à la presse pour la pluralité, qui sont en réalité des subventions déguisées et qui leur permettent justement d'être dans les clous. Hein, puisque quand vous touchez plusieurs millions par an, bon, on ne va pas être trop méchant.
Voilà, plus le milliard Covid, plus les primes au timbre, etc. Donc ce système subventionné a petit à petit tué la diversité, qui était issue du CNR, en fait, hein, le Conseil national de la résistance, qui met les bases, en fait, d'une presse libre indépendante. Et si vous n'avez pas de presse libre indépendante, vous n'avez pas de démocratie fonctionnelle. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'opinion doit être fondée sur un débat d'idées, un débat de fond, fondé sur des faits, bien sûr, mais pas sur de la censure et de la propagande. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un moment de censure et de propagande inouï. Communiquer sur RT, mais on a encore Telegram, des canaux... Oui, mais ça n'a rien à voir en termes d'audience. Communiquer sur RT. Le mass média, le principe du mass média, c'est qu'il fait une campagne marketing telle que vous ne pouvez pas lutter contre. Quand vous avez la création d'Emmanuel Macron, puisqu'il a été créé, il n'existe pas, il est secrétaire général de l'Élysée, il est à la commission Attali avant ça, etc. Donc il est créé. Et à un moment, les oligarques donc, donnent le feu vert en disant on va lui faire une couve par semaine, une couve par jour. Et donc arrive Emmanuel Macron, sauveur de la planète, des dauphins, de Brigitte et tout. Et là, il fait toutes les couvertures. Et machin, ah ouais, ouais il est jeune, ouais, il aime les startups, ouais, on n'a pas essayé. Voilà, bon, t'essayes 5 ans, tu dis, putain, c'est quand même une pipe énorme, quoi, excusez-moi, mais bon, et en plus, le mec est dangereux. Ah ouais, mais qui tu veux-tu mettre à la place? Marine Le Pen, peut-être? Une fasciste? Non, mais je dis pas ça, mais... Ouais, elle aime les dauphins et les chats quand même. Ouais, non, mais quand même. Et là, mais c'est du théâtre de marionnettes. Là, c'est du théâtre. Là, oui, c'est du théâtre. Et un théâtre triste. Et quand vous avez des candidats qui ont des choses à dire, qui ont des programmes, qui ont des machins, alors eux n'ont pas droit à la parole. Eux ne sont pas promus, en fait, par ce système politico-médiatique qui crée, en fait, les têtes d'affiche. Édouard Philippe, le mec n'existe plus. On ne sait pas qui c'est le maire du Havre, il n'est jamais au Havre. Toutes les semaines, maintenant, il va donner son avis sur « Ouais, j'aime les andouilles. Ah ouais, moi, j'aime bien aussi la pêche à la truite. Moi, ce que j'aime, c'est aussi regarder la télé le soir chez moi en caleçon. Mais on s'en fout. Sauf que toutes les semaines, il va dire un truc. Parce que c'est Édouard Philippe et qu'en 2027, la saucisse doit être là, quoi. Et tu fais « Putain, mais quel système de merde !» Parce que toi, t'es là, tu dis « Mais pourquoi Poulain pourquoi vous me demandez pas si j'aime la pêche à la truite, fils de pute ?» Parce que déjà, t'es grossier, donc on va pas te demander des choses pareilles. Et ensuite, t'es qui? T'as pas été élu, toi, non? Et qu'est-ce qui se passe? Mais... Personne ne va aux urnes voter. Est-ce que ça arrête tout? Ah, si, c'est un Ah non. Alors vous savez, là-dessus, j'ai une anecdote formidable. C'était un des conseillers numériques de François Hollande à l'époque qui faisait une conférence. Moi, je bossais dans les startups, tout ça, donc voilà. Et le mec disait, ouais, quand même, il y a beaucoup d'abstention. On lui pose la question, il y a quand même beaucoup d'abstention. Est-ce que c'est pas le signe d'une crise démocratique profonde? Et le conseiller numérique de François Hollande dit « Mais pas du tout. Mais un pays où les gens votent plus, c'est un pays qui va bien. Ça veut dire que les gens n'ont pas de problème. » C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc si tu votes pas, c'est que tu es d'accord, en fait. C'est que finalement, tu n'as pas à voter parce que ça vient. Donc un abstentionniste, il ne fait pas un acte de résistance. Zéro personne. Mais 0 personne, ça n'existera pas. Il y aura toujours des vieux macronistes qui vont se déplacer en disant « Ah, je vais voter Macron même sur mon lit de mort, fils de pute !» Voilà, mais... Non, mais... Et quelle est la solution? En rire jusqu'à la mort. Mais... La solution, je vous le dis. Je vais vous dire. Je suis venu là avec des amis. C'est Amine qui m'a invité, merci. Merci Amine. Heureusement, j'ai pu venir, ils m'ont pas encore mis le bracelet. Mais... Bon, non, on va arrêter là. La solution, je la connais. J'ai été président de la République française. Bah, c'est quand même un grand et beau pays. C'est quand même une fonction particulière qui nécessite des épaules, une certaine carrure, mais aussi une conscience politique. Non, ce qu'il faut, c'est la politisation du peuple. C'est que même le peuple est un gros mot. Quand vous dites peuple, vous êtes populiste, ça n'existe pas, etc. Parce que oui, il y a la majorité silencieuse, vous savez. C'est quoi la majorité? Mais c'est quoi cette connerie en fait? C'est les gens qui répondent aux sondages? Parce que ouais, les sondages, tu te dis, ouais, c'est quand même une grosse majorité, je ne suis pas d'accord avec eux, quoi. Donc, c'est la politisation, c'est la prise de conscience. Et dans ce sens-là, je pense que le Covid a été un accélérateur de prise de conscience sur le mensonge des mass médias, sur la manipulation, sur la corruption aussi, sur enfin, le moment où tu te dis, bon, je pouvais encore y croire, puis à la deuxième dose, j'y croyais encore, puis à la troisième dose, je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même.
Puis moi, j'ai chopé 3 fois le Covid. Aïe. Ils m'ont dit, la 4e dose, c'est pas pour toi, t'as pas le diabète. Ah, tu m'as pas pris pour un con? Eh si. Et là, les mecs, ils disaient, j'ai été pris pour un con. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils ont dit, non, mais tu te rends compte, sans le vaccin, il y aurait plein de morts. Ouais. Pardon, je me fais rire tout seul. C'est monstrueux. En fait, c'est drôle. Tu te dis, mais ces pauvres gens, ils y croient. Et tu te dis, mais Albert Bourla, putain, c'est écrit dessus, quoi. The first dose is very good, great. We got good dose of COVID. First is love, second is love, third is sodomy, and fourth is... Putain, Albert! Putain, le mec, il est grec, il est vétérinaire, il te vend des trucs genre « on a fait beaucoup d'investissements dans la recherche hein. !» Ah, j'en peux plus, quoi. Mais donc, ces pauvres gens y croient, donc, bah voilà. Le problème, c'est que ces pauvres gens y croient. Et ils pensent être du bon côté de la barrière, ils pensent qu'ils ont un avenir dans ce système qui les bouffe, en fait. C'est de la donnée. La vie humaine, aujourd'hui, dans nos sociétés démocratiques et évoluées, c'est de la donnée, c'est de la thune. Et éventuellement, ce sera une fin de vie programmée, puisqu'on va avoir l'euthanasie, tout ça, c'est super. À un moment, tu dis, bah écoute... Hein? Tout le monde rigole maintenant, voilà. Et les mecs ont appelé ça conférence, quoi. Bravo Amine. Franchement, mais je te jure, je suis pas venu comme ça, là, sans mes fiches, tout ça. Donc non, la réponse, elle est... dans le rire, parce que quand on va dévoiler l'imposture, on le fait par l'humour. Quand ces gens qui se prennent au sérieux continuent à être pris au sérieux, quand Olivier Véran arrive et dit de la merde, et que les gens à la radio disent « Monsieur Véran, bonjour, alors vous avez été très courageux. » Alors regarde, non, attendez. Laurent Alexandre sort un bouquin. Non. La page de garde, la page d'intro du bouquin... Non mais attendez, mais je suis chaud, je suis plus que chaud là. Je suis Mike Tyson lâché face au fauve, quoi. Oui, il fait chaud. Bah, quelques bières, un peu de chaleur, une imitation de Nicolas Sarkozy, on est parti. Hein. Et je peux faire la nuit. Hein. Vous savez, c'est la revue de presse. Après, je passerai avec un chapeau, vous inquiétez pas. Mais, oui, à la fin, je ferai un one-man show. J'arrêterai l'info, toutes ces conneries, ça sert à rien. Ça. Mais ouais. Regardez, alors... Docteur Laurent Alexandre, le mec s'appelle Docteur, attention. Mon nouveau livre, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, est dédié à Olivier Véran. Olivier Véran a été super courageux pendant le Covid-19. Dans 10 ans, Didier Raoult sera un charlot aux yeux de tous, et dans 10 ans, Olivier Véran sera respecté par tout le monde. Et donc, la page de garde de ce bouquin de Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle à l'heure de ChatGPT, voilà ce qui est écrit, je vous le lis, hein. Je vous jure, c'est vrai. À Olivier Véran, qui fut courageux pendant la crise du Covid. Voilà, donc c'est beau, donc, voilà, c'est beau. Donc on a affaire à ces gens-là, on a affaire à des gens qui vont acheter ce livre premier degré. Ben ouais, il y a mais pas beaucoup, c'est comme les livres de BHL, les films, tout ça. Mais après, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une telle dissonance cognitive entre ces clowns qui sont moqués systématiquement, et je pense que plus on les moquera, plus ce sera visible du grand nombre. Déjà aujourd'hui, BHL, il n'est pas pris au sérieux, à part visiblement par les dirigeants. Mais enfin, depuis Noël Godin qui l'entartrait systématiquement, tu vois, c'était super. Mais même les entartreurs ont disparu. Donc, les lieux aussi de l'humour où on se fout de la gueule des politiques ont disparu. Bolloré, la première chose qu'il fait quand il achète Canal, il sape les guignols. Sur France Inter, Van Hennecker, qui est une humoriste belge que vous nous avez envoyée, je vous dis pas merci, qui a quand même une tranche horaire tous les jours où c'est pas ultra violent, tu vois, c'est un peu genre, voilà, se fait sucrer son émission quotidienne pour devenir une hebdo.
c'est-à-dire que dès que ça dépasse, dès que vous commencez à montrer en fait l'inanité de ces gens-là qui se prennent au sérieux, qui sont des clowns, qui savent même pas ce qu'ils font. C'est pour ça que quand on me parle de plans, de machins, de trucs, faut voir à qui on a affaire. Hein, c'est... Faut pas les attribuer intelligents. Ouais. Globalement, c'est. Allô, McKinsey? Ah non, c'est de l'autre côté le téléphone. Allô? La vérité, vous êtes ma première salle de stand-up. Hein. Et en plus, je suis assis, quoi. C'est génial. Et je vais faire ça, je vais faire des conférences. donc voilà, mais donc politiser, moquer, pas prendre. Quand je dis qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux, c'est vrai. C'est-à-dire, à partir du moment où vous prenez ça au sérieux, vous êtes foutu. Mais excuse-moi, si vous regardez tous les jours les infos, on a envie de se suicider, vraiment. Oh. Mais c'est fait pour. Mais c'est fait pour. Je parlais l'été, il y a de ça 2 ans. L'été, c'est enfin les vacances, la plage, le soleil, un moment de temps libre pendant 2 ans, machin. Aujourd'hui, c'est l'été. Est-ce que nous survivrons à la canicule? Aura-t-on assez d'eau? Qui sera encore vivant à la fin de l'été? Enculé! T'es là, rends-moi l'été, putain! Non, même l'été, tu l'auras pas! Et après, t'as l'hiver. L'hiver, il y a la neige, c'est Noël. Est-ce qu'on aura assez d'énergie? Est-ce qu'on a le droit de fêter Noël ou c'était une fête patriarcale? Et donner des cadeaux aux gosses, est-ce que c'est pas déjà un peu leur mentir? Est-ce que c'est déjà pas bien pour la planète, c'est fait en Chine, tout ça, machin? Ah! Non, t'auras plus rien. Le printemps, des petits oiseaux, ça gazouille. C'est la guerre. Il y a tout le temps une guerre au printemps, puis il n'y a plus d'eau, puis on a passé... Bon, certes, on a passé l'hiver, c'est un coup de chance. Mais attendez, parce qu'on a un printemps qui annonce peut-être un été terrible. Mais putain! Mais lâche-moi, putain! Donc ouais, faut éteindre la télé, ouais. Donc c'est ça, on en est là, quoi. Mais là, il n'y a pas leur audience. Les discours de Macron, leur audience chute. Mais évidemment, les discours... Il y a plus de gens qu'on ne le pense, qui veulent se préserver, ils ne veulent pas être pensés. Ouais. Dès qu'on les titille un peu, on se rend compte que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Mais beaucoup, mais ils n'osent pas prendre la parole. Il faut savoir que moi, dans ma position de clown, d'un faux clown, hein, je le répète souvent, c'est un personnage de Philippe Cadic, où on peut faire de l'information en se moquant, c'est-à-dire qu'on peut mélanger les genres parce que ça les gêne. C'est-à-dire que moi, on me dit « Poulain, tu te crois journaliste ?» Mais non, je m'en fous en fait. Mettez le mot que vous voulez, je suis un faux clown, ça me va très bien. Parce que ça permet de dire beaucoup plus de choses. Mais je me base sur des faits, il n'y a aucun problème. Mais je me donne cette liberté-là, parce que tout ce qui manque, c'est de la liberté. Donc prenons ces libertés-là, prenons-les parce qu'on peut les prendre. Et c'est ça, c'est-à-dire que la dissonance cognitive, elle est là. C'est-à-dire que si vous prenez ça au sérieux, vous êtes pris dans leur truc. C'est-à-dire que vous les tolérez, vous les acceptez comme des gens qui sont des sachants, qui ont le droit de vous dire des conneries de manière très sérieuse, alors qu'ils n'en croient pas un mot. Enfin, je suis désolé. Ils sont tout le temps dans un avion, ils sont tout le temps en bagnole, ils bouffent du homard même s'ils sont allergiques, et puis après ils t'expliquent que non mais tout ça c'est quand même un truc, attention. Sandrine Rousseau qui a sauvé une altercation là, entre un automobiliste et un mec en vélo, enfin c'est formidable. Non mais on vit une époque formidable. Donc on vit une époque formidable, il faut la prendre comme telle, il faut en rire parce qu'on a encore la capacité d'en rire, comme je vous disais, c'est une force de vie. Et c'est ça aujourd'hui, il faut agréger toutes ces forces de vie, et derrière il y a bien sûr la politisation, mais qui passe pas par des partis forcément. Je pense que déjà le fait de se dire bon bah ok, on est face au mur, en même temps arrive une élection et vous avez une offre de saucisses aux herbes, merguez, saucisses, brochettes. Bon, tu choisis un peu, voilà, t'es végétarien, t'as du tofu, il n'y a pas de problème. C'est ça, vous regardez une campagne électorale, c'est comme un barbecue, quoi. Et tu choisis, voilà, oh, il y a un petit chorizo, j'aime bien. Et donc, mais derrière, il y a bien un truc qui va te plaire plus qu'un autre. Donc, à la limite, tu peux mettre ta voix dans ce machin-là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va faire une démocratie. Derrière, bien sûr, il y a les corps constitués, il y a les syndicats. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la réforme des retraites, ça a été un moment d'éducation populaire. Il y a eu davantage de gens qui se sont syndiqués. Je ne dis pas que les syndicats, c'est formidable, parce qu'ils ont leurs limites. Et notamment pendant la crise Covid, on a vu les limites. C'était assez violent. Mais même là aussi, on voit très bien leurs limites. Mais globalement,
il faut faire avec ce qu'on a. Et c'est pas brillant, mais bon, si on peut faire avec ce qu'on a, on peut faire ça. Après, il y a tous les systèmes de solidarité locale, tout ce qui est en train de se faire hors système, justement, pour ne pas jouer à ce jeu-là, mais ne pas être trop perdant non plus. Parce que si on ne vote pas, ou si on vote pour une saucisse, même si on n'aime pas trop le goût, on est quand même perdant. Donc, à un moment, il faut trouver aussi les moyens d'un certain confort, d'un certain espoir aussi. Parce que se dire que c'est foutu d'avance, bon, on ferait rien, en réalité. Donc, il faut quand même avoir cette volonté-là politique, parce que c'est politique, hein, c'est une volonté de défier le système, parce que c'est un système. Quand je parle de système politico-médiatique, si vous suivez la revue de presse, vous voyez que c'est tout le temps à peu près les mêmes thèmes récurrents, les mêmes personnes qui sont invitées, des questions scriptées, enfin tout ça, c'est une mise en scène en fait. On met en scène des gens qui sont sélectionnés en amont pour dire c'est eux, voilà, c'est eux. Mais pourquoi ? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Édouard Philippe, personne n'en veut, quoi. Mais non, mais c'est vendu quand même. C'est par des journaux d'ailleurs que personne n'achète, qui sont subventionnés. Enfin voilà, donc ce système-là, il est déjà mort en fait. C'est un truc en sursis, vaguement en fin de vie, mais bon, ça tient parce qu'il y a de l'argent public, parce qu'il y a encore un système qui tient dessus. Saint-Germain, enfin le BHL quand même, c'est l'épiphénomène de ce truc-là. Bernard-Henri Lévy, c'est une blague, mais c'est une blague qui est prise au sérieux, pas pour de vrai, mais quand même, par tous les dirigeants. Paris Match, il a ses reportages dans Paris Match, il va en Ukraine, il a eu un prix, le prix Daniel Pearl du courage en journalisme. Vrai. Il va le récupérer à New York en avion, tout ça, bien, là, fin juin. Bravo à lui, quoi. Il a tous les prix, de toute façon, c'est le meilleur, en fait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un prix BHL ? Il faudrait qu'on crée le prix BHL, en fait. Mais voilà, donc voilà, il faut en rire, il faut trouver ces zones de confort et les créer aussi, il faut sentir vivant et faire des choses voilà, en local, se rencontrer. Merci Artemus pour l'invite du coup, et réfléchir. Voilà, rire et réfléchir, ça me paraît une bonne solution. Non, tout ça n'est pas une mise en scène, monsieur. Vu que tout le monde semble asservi à la monnaie euro, comment pouvez-vous nous de pas en souveraineté ? La monnaie, on ne peut pas créer de monnaie. Il y a Juvin Brunet qui a essayé, il a fini en tôle. C'est compliqué de créer de monnaie. Donc, faut faire, là encore une fois, il faut faire avec son art. Moi, je ne suis pas pour la lutte perdant, en fait. Il faut savoir quelles sont les forces en présence. Et aujourd'hui, on n'a clairement pas les moyens. Il n'y a pas un peuple politique suffisamment armé et féroce pour réussir. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc on fait de la guérilla, donc on fait de l'organisation, on fait de l'économie parallèle, on fait de la solidarité. Parce que si on... Oui, voilà, du logiciel libre, enfin plein de choses. Mais si on se lance dans une lutte face à ce qu'on a en face, c'est-à-dire un système très organisé qui tient l'argent, la création monétaire, l'information, l'armée, on est sûr de perdre en réalité. Les forces en présence, elles sont claires. On est sûr de perdre. Voilà. Avec appeler à une révolution armée, c'est débile. Une nuance sur la partie politique. Ouais. Donc, en fait, je partage votre avis sur les faits de trouver une économie alternative. On le fait, depuis qu'il y a la crise, on le fait parce qu'il n'y a pas d'autre porte. Non, ouais. Par contre, sur la partie politique, je crois qu'effectivement, il n'y a pas d'issue dans le système. Mais le fait, en Belgique, il y aura les élections l'année prochaine, le fait de se mettre dans un parti politique, ça permet d'avoir une certaine visibilité qu'on n'a pas actuellement. Oui. Et donc ça veut dire que ça permettrait à des gens qui ne se connaissent pas. Oui, mais c'est des clubs. On peut parler de clubs. On peut parler de ce que fait Artemus, c'est un club, d'une certaine façon. Donc il y a, au-delà des partis, un moyen déjà de faire masse de visibilité. Les médias indépendants, c'est important. Moi, je préfère avoir ma place en fait d'infoclown que de partir dans un parti avec des jeux internes compliqués, etc. et de dire, tiens, je vais aller au combat pour rentrer dans un système qui ne me convient pas, en réalité. Donc je préfère dénoncer de ma place, qui est peut-être ridicule au final, mais c'est là où je me sens bien. Et la deuxième partie, c'est la monnaie, puisque les gens... Non, je termine. La deuxième partie, c'est que les gens se taisent ou sont... Non mais les gens ont chaud là, ils ont soif. On sait que les soignants français sont sortis dans les rues à partir du moment où il y a l'obligation vaccinale. Avant, on ne les entendait pas. Donc ça veut dire que les gens parlent ou se taisent en fonction de l'argent. Et donc, est-ce que vous connaissez des monnaies libres ? Bah oui, on a plusieurs. On peut parler des cryptos, on peut parler de plein de choses. Monnaie libre, il y en a eu plein de tentatives. Il y a des monnaies locales, il y a des monnaies... Mais ça...
Les trocs, le change La de monnaie service. libre, c'est quelque chose qui n'est pas local parce que c'est pas convertible en euros. Et donc nous étions aux 3000, nous sommes passés à 8000 et on organise des marchés en monnaie libre créés par la. Bah ouais. Donc ça veut dire non convertible, pas de spéculation. Non, mais je parle pas de conversion, je parle d'où la localité, parce que finalement... Et donc je vous invite à simplement écouter l'intervention de Kairos. Il y a Stéphane Laborde qui est français, qui a créé ça en 2017 Ouais. en France. Mais c'est un énorme sujet, la monnaie, hein, bien sûr. C'est le sujet, avec l'humour. Bon, allez, je vous souhaite à tous un très bon été. Et Pourquoi tu te fais exfiltrer? non, on va aller Ah oui, juste un dernier petit truc. Les livres que tu as conseillés. Ah, Rapidement. les livres que j'ai conseillés rapidement, je les ai conseillés parce qu'ils parlent à peu près tous de la même chose, c'est-à-dire du principe de liberté et de libre arbitre, et aussi de technologie, c'est-à-dire la place de la technologie dans nos sociétés contemporaines. Je vous invite à aller voir le stand de la librairie justement pour voir un peu. C'est pas des livres récents, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce mouvement de fond en fait d'asservissement de l'humain, du vivant à la technologie est ancien, que l'illusion prométhéenne est ancienne, et que ces questions-là en fait du néofascisme sont aussi anciennes et remontent à déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est pas nouveau ce qu'on vit en réalité, c'est juste qu'on a des mémoires de Bulot et de Poisson Rouge et qu'on n'est pas conscient en fait du mouvement profond qui nous sous-tend, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le 21e siècle, c'est la question, c'est le siècle des transitions, hein, et c'est la question de la place du vivant et de l'humain, en réalité, dans ces transitions. Est-ce qu'on accepte que l'humain soit transformé, parce que c'est une matière comme une autre, ou est-ce que on récupère l'humain sur une base transcendante, en disant non, on ne touche pas à ça, la nature rappellera toujours à l'humain ce qu'est la place de Prométhée dans la légende. Voilà, donc c'est des livres qui parlent de ça. Non mais on a fait le tour. Ouais. Juste les chats GPT et tous les. Ah ben ça fait partie de ça, robots et bien tout sûr, ça ça. fait partie de ça. Bah, Tu ChatGPT, parlais, c'est un phénomène de justement, mode actuellement. parlais On d'un est loin truc, de l'intelligence artificielle, mais le moment, bien sûr, de la singularité où l'intelligence artificielle va dépasser de loin l'intelligence humaine, il est là, il est à nos portes évidemment. Et la question d'une intelligence artificielle, la vraie question, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle va s'émanciper et est-ce qu'elle sera croyante? Est-ce qu'elle va créer une religion? C'est une vraie question. Et quelle sera la place de l'humain dans une vision de l'univers d'une intelligence artificielle qui verra justement dans le vivant une perte d'énergie, une perte de temps et un système faillible. Et donc potentiellement une envie d'éradiquer quelque chose qui sert à rien. Ce qui est déjà un peu le cas. Hein. Quand vous laissez une intelligence artificielle batifoler toute seule, très vite elle devient totalement fasciste et elle pense que les humains c'est de la merde. Donc globalement c'est écrit. Mais est-ce qu'à un moment il suffit de débrancher une prise et ça tombe, ou est-ce que l'émancipation est telle que l'intelligence peut assurer sa survie et je vous invite à voir Terminator et d'autres films tout à fait bien écrits sur ce sujet. Si les gens viennent te parler, ça ne peut pas et tout. Mais...